Bonjour à toutes et tous, salut Ishtar, salut Braise, salut MMG, salut Julot. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023, il est midi à Paris, midi à Berlin, midi à Bruxelles, 20h à Brisbane, 18h à Pékin, 5h à Kingston, 13h à Beyrouth, 7h à Rio. Il est 10h en temps universel, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue Hazard, salut Sergio, salut Akopik, salut Kyle, salut CDM, salut Doudoun. Pour l'heure, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a délocalisé le stream dans l'agora de la maison de la radio. On a quitté notre petit studio du 3e étage. Une déloc pour un stream un peu événement, puisque France Info accueille à la Maison de la Radio la 2e édition de Demain le Sport. Demain le Sport, c'est quoi? Demain le Sport, c'est une journée de débat organisée par France Info, donc, mais aussi avec France Télévisions, aussi avec le journal L'Équipe. Une édition consacrée à la France qui gagne. Ça a commencé il y a déjà 2 heures ce matin. Il y a plein de gens autour de moi qui font beaucoup de bruit. et voilà, avec au programme toute la journée, une série d'intervenants un peu exceptionnels. Parmi eux, Florent Manodou, Jean Castex, Hugo Décrypte, Domingo, Pauline Desroulettes qui est en face de moi que je vais vous présenter, Thomas Covillet, Charlotte Tim. On verra si on peut essayer de leur tirer la manche pendant ces 2 heures pour qu'ils viennent faire un coucou dans le chat. On s'est dit qu'on allait profiter de l'événement pour nous aussi parler de sport, parce qu'il y a en ce moment la Coupe du Monde de rugby, il y a bien sûr les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se profilent, avec des tas de questions, notamment sur la place du handisport, la place des personnes transgenres, sur le e-sport qui débarque et qui s'est imposé, sur le climat et l'environnement aussi. On va aborder un peu tout ça ce midi. Il y aura avec nous, ils vont arriver dans un instant, même si j'ai déjà une invitée qui est là, donc au programme des athlètes, des valides, des non-valides, des transgenres, des engagés pour le climat, une exploratrice même, un streamer bien connu, mais aussi une grande figure du e-sport. Alors, événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Je ne suis pas seul pour animer ce stream. Ce midi, je partage le micro avec mon compère Hugo Capelli, journaliste sportif à France Télévisions. Salut Hugo, est-ce que ça va? Salut, ça va très bien. C'est la fête un peu aujourd'hui. Hein. C'est la fête, il y a plein de gens. Vous ne les voyez pas forcément parce que vous ne voyez que nous, mais autour de nous, il y a plein de gens. Salut Cray aussi, salut Defactor qui nous ont rejoints. Est-ce qu'on y va? On peut y aller, on est prêt. On va beaucoup parler de Jeux Olympiques, mais aussi beaucoup de Jeux Paralympiques qui se tiendront donc du 28 août au 8 septembre 2024, avec au programme 22 sports, 23 disciplines, 549 épreuves, réparties sur 269 sessions et 11 jours de compétition. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Desroulettes et Jean-Baptiste Alès qui va arriver, 2 athlètes paralympiques de très haut niveau, que je remercie infiniment d'avoir bien voulu passer une tête dans le stream aujourd'hui. Bonjour Pauline Desroulettes. Salut à vous deux, salut à tous ceux qui sont avec nous. C'est mon premier live Twitch, je suis un peu stressée. Je me sens très vieille aussi, donc j'espère être à la hauteur de vos attentes. Il y a plein de vieux autour de nous quand même. Hein. C'est vrai. Pauline, tu as 32 ans, à 28 ans, tu as été amputée de ta jambe gauche après avoir été renversée par un chauffard. C'était le 27 octobre 2018, avant tu jouais au tennis. Mais depuis 4 ans, tu t'es mise au tennis fauteuil. Aujourd'hui, tu es la numéro 1 français. Et tu vas participer aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Le 13 septembre, c'était la semaine dernière, tu as aussi annoncé que tu serais candidate LR à Paris aux élections sénatoriales. Pas LR. Pas LR. Justement, sans étiquette. Sans étiquette, pardon. Et les JO et une élection, et après on évacue le sujet, c'est lié, quel rapport il y a entre ta condition de sportive et cette élection à venir? Et après on change de sujet tout de suite. Parce que tu as annoncé ta candidature le 13. Je suis quelqu'un de très engagé sur beaucoup de sujets. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, la sécurité routière. J'ai été fauchée par un monsieur très âgé et ça a reposé la problématique de l'aptitude à la conduite. Est-ce qu'on doit conduire à vie sans aucun contrôle dans notre pays? Donc je défends une visite médicale pour tous les conducteurs en France. Donc c'est un projet politique, donc je suis engagée pour ça. Et voilà, l'idée de mon engagement aux côtés de Pierre Charon qui se représente sans étiquette au Sénat, c'est pour porter des propositions de loi au Sénat justement, notamment en matière de sécurité routière et aussi en termes de sport à l'école, même s'il y a beaucoup des engagements qui sont pris par le gouvernement. En fait, bref, je suis sportive, mais je suis une sportive engagée avec une conscience et je m'engage pour mon pays. Pauline, une question, parce que je lisais quand même quelques interviews de toi où tu disais que le jour où tu as eu ton accident, dès que tu étais à l'hôpital et que tu commençais à te remettre, tu avais déjà cette idée JO 2024, cet objectif. C'est vrai ça, le jour où tu as eu l'accident, tu as pensé tout de suite à ça? Ouais, c'est un peu fou. C'est vrai que j'étais en salle de réveil, l'accident s'était produit quelques heures auparavant et voilà, vous imaginez, vous réveillez un peu dans le coton. Il y avait ma famille autour de moi, je les ai sentis super inquiets. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, comme pour les rassurer et moi me fixer un objectif fort pour m'en sortir, pour survivre. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024 parce que j'ai associé ce nouvel handicap, mais tout de suite au sport.
Ouais, ça les a rassurés. Ils se sont dit c'est bon, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé, en tout cas dans l'état d'esprit. Mais voilà, après, j'ai lancé cette phrase, mais je savais ni comment, ni avec qui, si j'allais intéresser la fédération pour pouvoir faire ces jeux. Donc c'était une promesse que je me suis fixée et qu'aujourd'hui je vais tenir. Tu n'avais jamais fait tennis fauteuil Alors jamais. Moi, je faisais même partie des gens qui avaient des préjugés, j'ai pas honte à le dire, sur le handicap, des a priori, sur l'idée qu'on pouvait se faire d'un fauteuil roulant. C'est quoi ça a été compliqué. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? C'est quoi les a priori, justement? Ça va être régressif dans le fauteuil, un sport que j'ai toujours pratiqué debout. Non, c'était simplement difficile de se dire la pratique que je faisais debout, elle va être différente, elle va être assise. Mais quand j'ai essayé, parce que je pense que le meilleur moyen pour tout dans la vie de se faire une idée, c'est d'essayer, j'ai tout de suite adhéré. Il y a une dimension hyper physique du fauteuil et je peux le dire aujourd'hui, quand je joue en tennis en fauteuil, je me sens absolument pas en situation de handicap et je pense que c'est ça la magie du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être professionnel en tennis fauteuil? Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à en vivre? Je pense que plein d'internautes, plein de Twitchers se posent la question. Viewer. Alors, honnêtement, c'est très injuste. C'est un monde cruel, le sport du haut niveau, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités selon la puissance, la richesse de la fédération à laquelle on appartient. Moi, j'ai la chance d'appartenir, entre guillemets, d'être attaché à la Fédération française de tennis, qui est quand même une fédération qui a les moyens. Ceci étant dit, je vis de mon métier grâce aux partenaires privés, c'est-à-dire à des entreprises qui c'est-à-dire que les tournois ne suffisent pas en fait. Alors le prize money, ce qu'on gagne, c'est dérisoire. C'est-à-dire que ça ne rembourse même pas les frais de déplacement. Ça fait partie des injustices, notamment dans le parasport. Là, tu es allé à l'US Open, donc c'est un des plus grands tournois au monde. Ouais, les grands chelems, ça va encore, mais pour te faire une idée, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, un premier tour qu'on passe, un grand chelem, en tout cas à Roland-Garros, tu peux prendre 7 000 €. Un premier tour chez les valides, on est à plus de 30 000 €. Voilà, c'est ce que gagne un valide au premier tour, c'est ce que gagne le vainqueur de notre tournoi à Roland-Garros. C'est voilà, pour donner une ordre d'idée. Après, ça va parce que c'est du business, mais ça se démocratise de plus en plus. Ça change un peu. Ça évolue. L'engouement des Jeux de Paris fait qu'il y a, moi je le vois dans mes partenaires, il y a beaucoup de boîtes qui veulent en être quelque part de cet événement. Sans être partenaires des Jeux, ils sont partenaires d'athlètes, ils marrainent des athlètes pour voilà, les rentrer dans leur team. Donc heureusement, parce que sans les partenaires, on peut pas vivre. On peut pas vivre. Ton actualité cette année, tu as fait plusieurs grands chelems. Roland-Garros, l'US Open. Aujourd'hui, tu es la numéro 1 française, c'est ce que disait Ludo tout à l'heure. 13e mondial. J'imagine que le but, l'objectif dans ta progression, c'est d'être encore plus forte pour aller chercher la plus belle des médailles à Paris. Il y a des adversaires difficiles à battre aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable dans un an pour les Jeux paralympiques, être prête à aller chercher cette médaille d'or? C'est sûr que pour moi, depuis le début, c'est une course contre la montre. J'ai commencé sur le tard, face à des filles qui jouent depuis qu'elles sont toutes petites. Donc il faut rattraper ce temps perdu. Aujourd'hui, je suis 13e mondiale. Je pense que j'ai fait quand même assez vite. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Ça n'est pas rien. Mais voilà, l'objectif. Pour entrer au JO, il faut être dans les 30 ouais, c'est ça, le top 28 mondial en juin 2024. J'y suis. Et je suis plus sur un objectif, au-delà d'être qualifié, bien sûr, et de se maintenir, de viser le top 10. Là, moi, la saison dernière, j'ai fait une très belle fin de saison parce que j'ai atteint mon objectif qui était celui de battre des filles du top 10. Pour moi, c'est des filles qui sont des références parce qu'elles ont beaucoup d'expérience. Et je sais que pour la médaille d'or, celle que je vise, la plus belle, parce que l'important, c'est pas de participer pour moi, c'est de gagner. Ouais. Et pas, voilà, la plus belle des médailles, c'est de battre la numéro 1 hollandaise, qui est une fille qui a commencé à 7 ans le tennis fauteuil, qui est une machine de guerre. Alors que toi, tu as commencé à quel âge, peut-être, rappelle-le? Du coup, à 28 ans. Mais donc, tu es une machine de guerre aussi. Donc, ouais, mais c'est tellement exigeant, le sport de haut niveau en tennis fauteuil. Voilà, il y a l'œil, la réactivité, le maniement du fauteuil qui est très important. Tout ça, c'est des automatismes qui se bossent depuis des années. Et c'est vrai qu'elle est redoutable, elle est invaincue depuis 3 ans. Pour moi, c'est la tête à abattre cette année, en tout cas au jeu. Je sais qu'il faudra la battre. Et voilà. Et donc, en attendant, quand j'ai l'opportunité de la jouer, de la faire douter, Qu'est-ce qui va te manquer donc pour la battre? Sans dévoiler ta stratégie. Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui elle a beaucoup plus d'expérience, ça c'est sûr, mais c'est une fille surtout qui ne joue comme personne d'autre, qui joue très vite, très fort. Et donc là, moi j'ai perdu contre elle à l'US Open, elle a été à un niveau monstrueux et voilà, faut le reconnaître, parfois il y a plus fort que soi. J'espère qu'elle ne pourra pas toujours jouer à ce niveau-là, mais du coup, on revient au travail en se disant, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire pour jouer aussi vite, aussi fort.
là, depuis 2 semaines d'entraînement, je suis déjà en train de totalement changer ma manière de jouer. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ma quête de battre cette fille. Vas-y, non, j'allais juste demander où tu t'entraînes justement pour cela. Alors ça dépend des besoins. Moi, je suis au Centre national d'entraînement, donc à Roland-Garros, de la Fédé, et je m'entraîne aussi dans les Yvelines à la Ligue. Voilà, j'ai plusieurs bases d'entraînement avec. Roland-Garros, c'est là où se passeront les compétitions de tennis pour les Jeux Exactement. paralympiques. C'est là où on va jouer pour la compétition paralympique. Donc tu seras donc la à mieux la maison. préparée. Ouais, c'est une chance de pouvoir s'entraîner sur le site paralympique. Ça, j'en suis consciente. On a beaucoup de chance. Il y a Mathis, le programmateur de l'émission, qui nous dit que Jean-Baptiste Alès arrive dans 2 minutes, mais c'était il y a déjà 2 minutes. Jean-Baptiste, que tu connais, il me semble. Ouais, JB, bah oui. Qui ne connaît pas JB? C'est un mec que j'aime beaucoup, qui a une vision hyper intéressante, une histoire très singulière. Enfin voilà, moi je suis très admiratif de son parcours. Et j'ai hâte qu'il arrive, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je vais lui dire qu'il abuse là d'être en retard. On est sur Twitch, on a le droit d'être en retard. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je sais pas à ce stade. Non, vas-y, je t'en prie. Moi j'ai des questions, alors ça tombe bien, j'ai une question à te poser parce que il paraît que tu as un des plus gros services au milieu de toutes ces femmes qui jouent contre toi. 130 km/h, c'est bien ça? À peu près. En moyenne, 140, j'ai réussi une fois, mais oui. Ce qui est une puissance assez importante en tennis fauteuil. J'aime bien j'aime bien frapper fort, moi. Parfois ça sert à rien. Et tu travailles avec des scientifiques alors à Rennes pour tenter d'améliorer encore ce Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne savais pas ça. Ouais, il est bien renseigné effectivement. Mais voilà, le haut niveau, c'est le détail, et le détail, ça passe par notamment le service, qui est quand même l'engagement le plus important au tennis. Si on ne sait pas servir, on ne peut pas jouer. Et voilà, c'est une arme, c'est moi une de mes armes. Et c'est vrai que du coup, je suis allée avec cette équipe qui se trouve à Rennes, à l'université de Rennes, qui font de la biomécanique et qui permettent de faire évoluer la posture, la position, la vitesse de bras, qui mettent des capteurs partout sur le corps pour étudier finalement et découper la gestuelle du service. Et faire des modifications. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté dans ma préparation. Tu les vois toujours aujourd'hui? J'y vais tous les 6 mois pour voir l'évolution, pour voir les axes de travail. Là, d'ailleurs, je vais retourner cet hiver. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des vrais progrès. Et c'est un travail d'équipe, là encore, mais voilà, pour moi, c'est l'avenir de faire des recherches comme ça, de pousser vraiment le sens du détail, de l'amélioration. Et ça se fait dans beaucoup de sports de plus en plus. La biomécanique, c'est le fonctionnement du corps, la mécanique du corps, comment on bouge, comment on peut faire mieux pour mieux bouger. Et c'est chouette. Est-ce que tu as un sportif ou une sportive, coup de cœur là, en cette année 2023, et tu te dis tiens, l'année prochaine, à Paris 2024, je le vois bien aller chercher une, voire plusieurs médailles? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les sportifs. Honnêtement, j'aurais pas un coup de cœur. On se connaît tous. Et c'est vrai que moi, je suis les compétitions de chacun, que ça a été le vélo cet été, l'athlé. Et voilà, moi, je suis tous derrière les athlètes. Là, voilà, j'étais contente de partager la scène avec mes camarades. Oui, parce que ce matin, tu étais donc présente ici pour Demain le sport, et tu étais présente lors d'une conférence, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est la France qui gagne. C'est la France qui gagne. C'est le thème de Demain le sport aujourd'hui, c'est la France qui gagne. Donc avec qui tu étais alors? J'étais avec Romane Dico, Mathilde Gros, Florent Manodou, Alexandre Léoté. Et voilà, c'est le mélange de ce que seront les Jeux, les Olis, les Olympiques et les Paralympiques ensemble. Une seule et même équipe de France. Et moi, c'est des athlètes que je suis, et avec beaucoup d'admiration. Et c'est un vrai bonheur aussi de se croiser lors d'événements comme ça, parce qu'on est tous la tête dans le guidon dans notre préparation, dans notre discipline. Et c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver, d'échanger, parce que le haut niveau, il ne faut pas croire, c'est énormément de sacrifices. Il y a toute une partie, ce que moi j'appelle l'envers du décor, et c'est pour ça qu'on se tue à se répéter. Nous, les Paralympiques, on fait les mêmes sacrifices, le même investissement que les valides, et donc c'est pour ça qu'on mérite la même visibilité, couverture, mais justement, dans le chat, t'as Nassoum qui demande est-ce que Pauline a des idées pour favoriser l'orientation des non, pardon, rien du tout. C'est Crédit qui demande quid de la visibilité sur les médias. Et après, j'ai une autre question de Nassoum. Les médias, ils font de mieux en mieux. Moi, je ne vais pas critiquer les médias. Regardez, vous m'invitez, donc c'est bien. Ça veut dire que... Non, je rigole. Et les Jeux paralympiques seront en direct sur France Télévisions. Et ça, voilà. c'est la promo de... Ouais, mais c'est inédit et c'est très important. Et heureusement qu'on bénéficie d'une visibilité comme ça lors des Jeux. Je fais la promo aussi de la billetterie. Des Jeux paralympiques qui sera beaucoup plus accessible que les Olympiques. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mécontentements. À partir de 15 €, ça n'excédera pas max 100 € les places le 9 octobre. Donc prenez vos places parce que ça va être un grand spectacle. Franchement, il y a plein de disciplines.
Et puis on a tellement besoin du public. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très important pour nous, athlètes français. Il faut qu'on montre l'exemple aussi sur la scène internationale. Donc on compte sur vous. Il y a le prof de physique, c'est son pseudo sur Twitch. Salut le prof de physique. Je suis nul en physique. Qui demande est-ce que les Paralympiques ne se seraient pas plus regardés s'ils avaient lieu en même temps et qu'il n'y avait plus qu'un Olympique? C'est une bonne question. Bah ouais, c'est une très bonne question. Moi, pourquoi on ne fusionne pas les deux finalement? Je fais partie même de celles qui ont poussé un coup de gueule à l'époque sur le fait que la cérémonie d'ouverture n'était pas la même et que nous, Paralympiques, on n'a pas le droit d'aller sur la scène. Ça a été une déception. Et après, je comprends les problématiques, les réponses qu'on m'a données. Ça serait pour des raisons de sécurité. Trop compliqué d'accueillir le double. Mais oui, trop de monde au même endroit. Déjà, la compétition olympique, il y a énormément de monde entre les athlètes, le staff, le public, et pareil pour les Paralympiques. Donc on ne pourrait pas, pour des raisons de logistique, de sécurité, accueillir ce même monde. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines de battement aussi pour que tout se remette en place en vue des Jeux Paras. C'est vrai qu'on ne peut pas faire les deux à la fois, mais l'idée c'est de prolonger la fête et de dire aux Olympiques merci pour l'échauffement, maintenant place au spectacle. C'est ce qu'avaient dit les Anglais lors des Jeux de Londres. Exactement, pardon. On est à un an des Jeux Paralympiques. On a vu, moi je l'ai vu en tout cas il n'y a pas très longtemps, un reportage de la BBC, je ne sais pas si tu l'as également vu, il a beaucoup buzzé sur les réseaux, où un journaliste montrait les problèmes d'accessibilité à Paris au niveau des métros, etc. C'est quoi ton sentiment? Est-ce qu'aujourd'hui Paris est une ville prête à accueillir des Jeux Paralympiques? Je suis de nature positive, je peux pas dire... Tu veux dire Paris accessible ou Paris safe? Ouais. Paris les deux en fait. Les deux en fait. Non, je pense que l'accessibilité, on en est loin encore. Mais j'ai confiance à tous ceux qui se démènent aujourd'hui pour faire en sorte que l'accueil des athlètes, du staff et du public en situation de handicap se fasse le mieux possible. Je sens qu'il y a des améliorations là ces derniers mois. Je sens qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de tous les acteurs, c'est sûr. Moi, ce qui me met juste en garde, c'est dans la poursuite du temps. C'est-à-dire après 2024, qu'est-ce qu'il en restera? Est-ce qu'on sera prêt à faire les mêmes efforts sur l'accessibilité, sur la sensibilisation? Donc c'est ça que j'espère et ça sera aussi notre responsabilité, nous athlètes, de faire perdurer cette sensibilisation à l'accessibilité qui est quand même hyper importante. Moi, j'ai envie que ces Jeux ils se passent bien. C'est l'image de la France qui est en jeu. Donc voilà, après, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt, mais bon, il nous reste quelques mois devant nous. Il y avait Nassoum qui demandait tout à l'heure, pardon Nassoum, je vais retrouver ta question. Est-ce que Pauline a des idées pour favoriser l'orientation des accidentés sévères vers le sport ? Ouais, moi le sport m'a sauvée. Alors j'avais des prédispositions, je faisais déjà beaucoup de sport avant mon accident, mais voilà, après cet accident que j'ai eu où mon corps a été abîmé, j'ai perdu ma jambe, c'est quand même quelque chose de fou. Je me suis dit je vais transformer ça et c'est le sport qui va me sauver. J'ai identifié tout de suite que ça allait être le sport. Et ce qui est bien, c'est que la rééducation, ça amène vraiment ce goût du sport. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui pratiquaient pas forcément le sport, qui se sont reconstruites, qui ont remarché grâce à l'activité physique. Il y en a pour qui ça peut être pas du tout le sport, ça peut être un art, la musique. Il faut trouver trouver sa passion, son levier pour rebondir. Mais moi, le sport, je pense que c'est le meilleur outil de reconstruction. Donc, essayez. Ah, JB, il arrive. Jean-Baptiste qui nous. Arrivé fracassant de Jean-Baptiste à l'aise. Salut JB. Qui va arriver sur le plateau et. Salut. Et à qui on va pouvoir poser plein de questions aussi. Jean-Baptiste, Pauline, je pense que vous connaissez. Bonjour Jean-Baptiste. Salut, ça va? mais tu n'as quasiment pas de retard, Jean-Baptiste. Bienvenue chez nous. On y va? Vous connaissez? Oui. J'ai dit que du bien de toi. Je la connais pas du tout. C'est une fille qui fait du toujours aussi tennis, charmant. Exactement. Et plutôt bien. Ça me touche. J'ai déjà aimé de te voir. Sur le plateau, Jean-Baptiste à l'aise. Jean-Baptiste, tu as 32 ans. Tu as été victime de la guerre au Burundi et du génocide des Tutsis. C'était dans les années 90. Tu t'es réveillé amputé après avoir été attaqué à la machette. Et depuis, tu continues à écrire ta légende, puisque tu as été recordman du saut en longueur des moins de 23 ans. Par ailleurs, finaliste aux Jeux Paralympiques en 2012 et 2016. Est-ce que ça va, JB? Très bien, toujours. Quoi de neuf depuis? J'ai une vie j'arrive pas à suivre ma vie en fait. 1000 à l'heure. Voilà. J'essaie de te suivre sur les réseaux, mais le mec va trop vite pour moi. Pourtant, j'aime bien aller vite, mais là... Je me dis qu'en fait, c'est ma dernière chance et du coup, je la vis à 2000 à l'heure. Comme si c'était mon dernier jour. Donc du coup, je vais là où je peux, quand je peux. Et parce que je me dis, demain est un autre jour.
Si je le fais pas maintenant, ce sera trop tard. Donc du coup voilà pourquoi je vais vite. Et j'ai compris un truc. J'ai arrêté de suivre la vie, c'est elle qui me suit. Donc, du coup c'est facile à encaisser. Donc, voilà. Donc, on a choisi cette vie que j'ai pas vraiment été. On m'a pas imposé cette vie, mais j'ai choisi. Donc je dois assumer de suivre la vitesse, c'est la cadence. Tu connais ça, voilà. Ouais, bah, on a choisi de vivre, donc il faut faut en profiter, c'est sûr. Après, faut pas s'oublier aussi. Mais ça vous rend Non, quoi? Ça vous rend plus libre d'une certaine manière? Il faut surtout pas oublier d'où on vient. Et surtout, malheureusement, j'étais jeune avant, petit. Et je me suis pas aperçu ou même pas réalisé que demain, quand tu auras le succès, tu auras énormément de lots et de serpents qui vont t'entourer. Et ça a été quelque chose de très touchant pour moi pas fin de carrière, mais aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours été une bonne personne, j'ai toujours motivé les gens, j'ai toujours aimé mon passé pour savoir ce que je suis devenu. Mais je pensais pas que j'allais entourer des gens, enfin j'allais attirer des gens comme ça. Alors qu'en fait, si tu veux mon aide, je suis prêt à t'aider, vas-y, on y va. Mais j'ai pas du tout cette image-là d'attirer des gens comme ça. Et moi, dans ma tête, j'étais pas prêt. Mais de fait, t'emmènes plein de gens. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est bon signe de se dire que tu rends jaloux les gens qui t'ont aimé. Mais c'est quand même paradoxal de se dire qu'on est entouré des gens qui nous aiment, mais en même temps, ils nous détestent pour ce qu'on est devenu. Il faut s'entourer de bienveillance, il faut s'entourer des meilleurs, c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir une bonne équipe pour garder la tête froide autour de soi et être dans les meilleures conditions pour faire ton projet. En tout cas, après, c'est vrai que parfois on est dans une bulle en tant que sportif de niveau et puis on n'a pas le temps, on ne peut pas surtout tout gérer. Et c'est comme on dit, on doit avoir une sécurité pour me protéger pour tout ça. Mais on est juste focus sur la médaille et pas focus sur tous les gens qui vont s'approcher de nous, tous les gens qui vont... Et c'est ça qui est compliqué quand même, une gestion de carrière très haut niveau, surtout quand on fait beaucoup de choses. Là, les JO de Paris, c'est ton dernier objectif, c'est ça? Sur le plan sportif? Franchement, ouais, j'ai envie... Après, t'arrêtes? J'ai envie de finir sur une bonne histoire, une belle histoire. Parce que c'est quand même... J'ai commencé en 2007. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Et puis, ta carrière est déjà longue. Elle est très longue. Et puis... Je m'attendais pas qu'être athlète de haut niveau et champion, ça allait attirer énormément de problèmes. Et du coup, je suis fatigué. J'ai envie de voir autre chose et transmettre ce succès à la génération de demain. Voilà, c'est mon nouveau challenge. Et puis, j'ai envie de dire aussi, mon corps est vieilli. Donc, c'est de l'athlète, donc ça demande énormément d'explosivité, d'énergie. Voilà, j'ai envie de dire que j'ai envie d'écrire cette dernière histoire, surtout notamment pour mon pays d'origine, le Burundi. Oui, exactement. Que tu représentes. Beaucoup n'ont pas compris, mais... Alors, on va peut-être rappeler justement à ceux qui nous suivent que tu as fait les JO en 2012, en 2016 aussi, avec la France, c'est bien ça? Voilà, j'ai fait 5 fois champion du monde jeune et senior, médaille de bronze en 2018 et aux Europes aussi. 2 fois finaliste aux JO, 2012 et 2016. Et je devais faire les JO Tokyo. J'étais qualifié 2e bilan mondial. Et malheureusement, j'étais pas dans l'avion avec Pauline. Je sais pas pourquoi et comment. Moi, j'étais pas à Tokyo, tu sais. Mais oui, moi, j'étais trop jeune encore. Là, je sais que tu es trop jeune, mais... Non, c'était pas mon objectif et c'était trop court pour moi d'y aller. Donc, voilà. Et du on coup, n'a rien raté avec le Covid. Tu veux les faire avec le Burundi, ton pays d'origine? C'est pas que je voulais faire. On va dire qu'on m'a imposé à partir. Moi, j'aurais aimé finir ma carrière sur une belle médaille pour la France. J'ai jamais été médaillé au JO Tokyo. J'avais raté de 5 cm la médaille de Rio. Et j'avais envie de finir ma carrière sur une belle médaille pour la France. Mais malheureusement, la jalousie a été trop loin pour beaucoup de gens. Et du coup, on va dire que j'ai été mis dehors. J'ai jamais eu la réponse, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de donner raison à ces gens-là, m'arrêter parce que je suis jeune. Et je suis encore je suis encore au top de ma forme olympique. Et il serait dommage de m'arrêter là-dessus pour regretter. Donc j'ai envie de refinir ma carrière avec le Burundi. Comment ça va se passer justement pour participer à ces Jeux paralympiques en 2024? Il y a des qualifications, il y a des championnats. Par quoi ça passe en ce qui te concerne? Alors honnêtement, c'est très compliqué. Déjà, c'était très difficile pour moi d'avaler cette nouvelle étape de la vie, de changer
voilà, d'équipe et de me dire que j'ai été abandonné, mais c'est déjà l'habitude avec tout ce que j'ai vécu dans le passé. Et du coup, bah, ça m'a mis 3 ans quand même à me remettre et me préparer pour cette revanche, pour le Burundi. Et surtout que je repars de 0. J'ai tout perdu avec cette fameuse histoire de Tokyo. Ça a été très dur mentalement et psychologiquement surtout. Mais aujourd'hui, bah, je repars de 0. Et honnêtement, je ne saurais pas comment répondre à ta question. Mais je sais que... on a... Tu t'entraînes en tout cas en ce moment, ouais. Ah, je m'entraîne, voilà, je me suis toujours entraîné. Tu vis aux États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Entre les États-Unis et la France. Entre les États-Unis, la France et Antibes, Miami. Mais je vais devoir faire ma première compétition qui est Coupe du Monde à Dubaï en février pour, on va dire, plutôt m'enregistrer avec ma nouvelle nation qui est le Burundi. Ok. Te jauger aussi. Voilà, mais c'est pas vraiment. Quand on est jeune par rapport à Pauline, certains ont visé la qualification et d'autres visent la médaille. Donc je suis arrivé dans cette statue-là où je m'entraîne pour gagner la médaille. Et parce que j'ai un niveau top du meilleur, niveau mondial, j'ai la chance de rester à ce niveau-là. Du coup, je voulais plutôt travailler la médaille. Mais par contre, c'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai plus de partenaires, je repars avec un pays que je connais pas, mais je suis né là-bas. Et ça va être à la maison, ça va être assez contraignant. Mais comme on dit, moi j'y vais à l'aise. Je ne changerai jamais ma personnalité. Si demain vous voyez sauter pour le Burundi, je serai toujours la même personne. Si tu me croises dans la rue, je dois te faire un bisou, un câlin. Mais comme on dit, je fais ça pour l'histoire. Je fais ça pour montrer que tout est possible. Et j'ai envie de donner l'espoir à cette histoire, à l'Afrique surtout. Et j'ai pas envie de tout voir changer quand tu vas me voir sauter pour le Burundi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que tu me vois en mode t'es fier. Et c'est ça que je veux que les gens voient l'année prochaine. Parce que j'ai pas fait ça pour que les gens me tournent le dos ou les gens me détestent. J'ai fait ça pour finir mon rêve. Parce que certains ils ont voulu me le faire arrêter. Et j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire cette médaille à la fois pour la France et à la fois pour l'Afrique. Parce que je suis franco-burundais. Alors j'ai le droit de gagner cette médaille, même si j'ai plus rien à prouver ici en France, sur le parti sportive. J'ai envie de donner de l'espoir et de me prouver à moi-même que c'est possible. Voilà l'histoire. Et puis comme on dit, si après ça il y a un film sur Mokusha, ce sera ma plus belle revanche. JB, il y a 2 ans tout pile, tu étais en tournée média pour la sortie de ton livre De l'enfer à la lumière, qui est paru chez Lafon. Et tu as dit chez nos confrères de 20 minutes, on a un retard de ouf pour Paris 2024. C'est toujours le cas? Du retard? Alors, les gens ils m'ont pas aimé pour la personne que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui va dire les choses. Peu importe. C'est l'occasion de les dire, JB. Mais je sais pas, toi, sachant que tout peut changer après. Il y a encore un peu de temps. Je pense qu'il faut arrêter de se dévoiler la face. La vérité, elle est là. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Paris pour jouer dans une grande pièce de théâtre à l'Opéra de Bastille. Et j'habite dans les Yvelines, donc je prends le métro tous les jours parce que taxi aller-retour, ça va faire cher. C'est un budget. C'est un budget, voilà. C'est un certain budget. Donc du coup, je prends mes pattes et j'avance dans le métro comme le Parisien. Et waouh, tous les jours, je suis choqué. Moi, je suis handicapé, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je suis pas en fauteuil roulant. Et mon handicap, c'est ma force. Mais je suis fatigué de prendre le métro sans ascenseur. Donc je me dis que dans 9 mois, il va y avoir les Jeux paralympiques. Comment on va faire pour accueillir les gens qui ont un handicap avec un fauteuil roulant ou les gens qui ont un handicap qui ont envie de prendre le métro? Parce qu'on n'a pas à t'imposer de dire prends le taxi, t'es handicapé, et on n'a pas de destination pour toi. Non. Il y a les nouvelles lignes de métro qui sont un peu plus modernes et qui sont davantage adaptées, mais c'est vrai que pour les vieilles lignes de métro, les vieux RER, il y a encore du taf. Même les nouvelles lignes de métro, comme la ligne 14, je pense. Alors, on te dit qu'il y a un ascenseur, mais l'ascenseur, il marche pas, l'ascenseur. Alors, il marche pas, ou alors faut trouver, il cache dans un. Ouais, ça fait tellement des siècles que c'est construit comme ça. C'est vrai que c'est un vrai sujet et que je connais pas encore le détail de l'organisation, mais il semblerait qu'ils privilégient des parcours spéciaux pour les personnes en situation de handicap. Ils ont parlé de voies olympiques, paralympiques sur les périphes. Mais c'est sûr que moi, je suis de nature positive. Je suis d'accord avec toi, JB. On n'est pas prêt. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas prêt aujourd'hui, le 18 septembre. Mais j'ai bon espoir qu'avec toute la bonne volonté qu'on y mette, on trouvera des solutions. Et c'est surtout où après.
Moi, je pense qu'il faut. On parle d'héritage, suite, tu vois. pour la suite. Ça, c'est pour moi le plus important. Oui, Il parce y a qu'il l'événement parle des de- Jeux, il y a après. Il parle de Uber Taxi pour les Paralympiques, mais. Non, Uber Volant, c'est ça? J'avais entendu à l'époque. Ouais, je Non, pense c'est pas, C'était alors, l'actualité. c'est pas, Je c'est pas pense tout que à c'est fait. l'idée un peu ouais. pour le moment mise de C'est un côté. peu fumeux. Ouais. Ils ont vu un. Bah alors, on j'ai est une pas question à sûr poser que- parce qu'on parlait d'accessibilité justement. Vous avez aujourd'hui des prothèses. Peut-être pouvez nous dire aussi dans votre quotidien de sportif ou dans la vie de tous les jours comment on les finance. Il me semble que tu avais lancé une cagnotte il y a quelques années, si je ne me trompe pas, pour t'aider en à 2016, financer. oui. Ouais. Mais ça, déjà, c'est un truc de plus qui est hyper injuste. Ouais. Je voulais qu'on en Bah, parle parce qu'on parle JB, d'accessibilité. je sais pas quel est et son vos cas, prothèses aussi, Mais c'est moi, c'est cher. comme en fait, il y a ce qui est pris en charge par la sécurité sociale, qui est un appareillage qui est pas mal, mais c'est pas le Et encore, top c'est du top. limité. Ils te disent, oh, c'est trop C'est cher. limité. Pour, Mais moi, dans mon accident, j'ai une assurance, l'assurance adverse, qui du coup prend en charge mon appareillage. Donc c'est une chance. Quelqu'un qui a une maladie, je ne sais pas ce qui est ton cas, j'y vais, mais par exemple qui perd sa jambe à la suite d'un cancer, moi j'en connais plein. Ces personnes-là n'auront pas accès à ce que peut leur offrir une assurance. Elles n'auront que le droit à ce qui est remboursé par la Sécu. Donc, autrement dit, pas forcément le top du top de l'appareillage. Ça, pour moi, c'est l'accès à l'appareillage, aux soins, c'est quelque chose qui reste encore très injuste. C'est un peu de poids de mesure en fait. Voilà, selon ce qui l'accident nous que tu as eu arrive, dans la selon vie. l'accident, bah, tu as le droit au meilleur. Moi, le genou que j'ai, c'est le top du top. Et j'ai le profil qu'il faut pour aller avec, puisque je suis très sportive, etc. Je connais des gens qui ont eu un cancer, qui ont le même handicap que moi, qui ont le même profil que moi. Pour autant, cette prothèse-là, ils ne peuvent pas se la payer. Et pour moi, ça, c'est un effort qu'on doit faire avec le système qui existe pour que ça soit pas une question, que ça soit pas un luxe d'avoir le meilleur de l'appareillage pour remarcher, Quelque pour chose être qui soit debout. normal. Je veux dire, remettons les choses dans ce contexte. C'est pas un luxe. Une prothèse, pour nous deux, même si on le dira jamais, ça reste quand même un truc contraignant. Donc si on peut au moins avoir le top du top, c'est la base. C'est la Ça base. semble être la base. Ouais. Donc je pense que tout le monde doit avoir le top du top. C'est quand même ouf de se dire. Moi, avant de faire de l'athlétisme, je faisais de l'équitation. Mes parents m'ont mis dans ce sport-là pour essayer de m'aider avec le passé. Mais c'était un sport on sait que c'est un sport pour les riches. Voilà. Donc j'ai dû arrêter pour des raisons. Voilà. Même si j'étais très haut niveau, championnat de France. Mais T'as arrêté parce que ça coûtait trop cher. voilà, trop cher. Mes parents. C'était pas accessible. C'était pas accessible. Donc je savais que j'étais pas du tout dans cette classe sociale pour faire de très haut niveau. Et Une puis- lame, ça coûte cher. moi, je suis c'est- arrivé à un athlète, je dis, c'est de la Formule 1 en fait. Les prothèses, ça peut monter jusqu'à 20, 30 000 euros, 40 000 euros. Parce que là c'est une prothèse que tu as aujourd'hui, c'est celle avec laquelle tu vis au quotidien. Ça, c'est mais ça que mais je vis quand au tu fais de quotidien. l'athlète, c'est pas la même. Non, C'est ça qu'il faut dire à ceux qui nous. quand qui je nous- cours, Chaque discipline, activité a sa prothèse. Oui, Ouais. Il y a une prothèse pour courir, une prothèse pour marcher, une prothèse pour faire du ski. Ça veut une dire qu'il te prothèse... faut une autre prothèse et qui doit coûter très cher quoi aussi. c'est ça. En fait, en gros, j'ai une prothèse pour chaque activité. Du coup, c'est très très cher. Et puis moi, aujourd'hui, je me aperçois comme même l'athlète, je me dis qu'en fait, c'est un sport de luxe, plus que l'équitation. Parce qu'on est livré à nous-mêmes. On n'a jamais eu de soutien, enfin, je ne connais pas Pauline, mais on n'a pas eu de soutien de la partie fédérale qui nous soutienne. Donc du coup, on est livré à nous-mêmes. Tu as les prothèses qui coûtent... ma première prothèse que j'ai pu l'avoir, et avec le soutien de la ville de la Drôme, et mes parents qui m'ont aidé à payer, c'était 15 000 euros. Sans savoir que j'allais être champion. Après, je me suis dit, bon, vu le prix, je vais devoir essayer de gagner un peu les médailles quand même. Ouais, parce que t'imagines tu 15 la 000 rembourses euros avec pour, une médaille quoi. Mais tu imagines 15 000 euros pour te donner le rêve de pouvoir courir. C'est une honte. Toi, si tu veux courir dès la naissance, c'est gratuit. Et tu vas tomber, tu vas te relever, mais tu as besoin d'une jambe qui coûte 15 000 euros. Nous, on te demande de payer une fortune pour rêver. Donc en fait, être handicapé était un luxe, mais non. Être athlète paralympique était un luxe. Parce que si tu n'as pas les moyens de financer ta Vous préparation, n'avez pas d'aide tes pour jambes, vous financer ces prothèses-là? Même Bah, non. de vos fédérations sportives, je sais pas si c'est le cas pour Non, toi, Pauline, mais- non, moi, mon matériel, c'est totalement des partenaires privés. Tu as dit les chiffres. Hein. Moi, un fauteuil sur mesure avec une coque en carbone comme le mien, ça coûte 20 000 euros. Voilà, tout ça, c'est du matériel qui coûte très cher. Et effectivement, heureusement, grâce à des partenaires, on peut financer notre équipement. JB, tu voulais rajouter quelque chose? moi, ce que je voulais rajouter, c'est que pourquoi c'est compliqué la vie comme ça, ou les choses personne n'a la réponse. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert un truc, c'est que le handicap, c'est quelque chose de très vaste. C'est pas forcément la mienne ou celle de Pauline. Si faire la course entre nous, les gars, je pense qu'il y a moyen qu'on vous bat. Tu vois ce que je veux dire, exemple. Mais pourquoi c'est compliqué dans le sens où ce que Pauline elle a vécu, c'était une femme qui était normale, qui était comme tout le monde.
Un jour, elle s'est réveillée, elle est partie marcher dans Paris, elle a perdu sa jambe. Aujourd'hui, elle est dans une situation où elle ne connaissait pas cette vie-là, elle est handicapée. Et elle ne savait pas que cette jambe-là, ça allait coûter plus qu'un corps humain à la limite, quoi. Mais aujourd'hui, elle doit se dire pourquoi c'est aussi compliqué de se dire que je rêve de marcher, je rêve d'avoir une vie comme tout le monde, mais ça me coûte un bras. Pourquoi on ne peut pas donner la chance à cette belle femme de la faire rêver? Mais sans demander de payer une fortune. Non, mais moi, je suis privilégiée encore. Hein. Je te dis, moi j'ai l'assurance du conducteur qui m'a fauché, qui prend en charge. Voilà. Mais moi, je vois que des gens autour de moi dans le circuit où c'est malheureusement pas le cas. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi qui me tient à cœur, où j'ai envie de défendre ces gens qui, comme tu le dis, c'est un luxe pour eux de remarcher parce qu'ils n'ont pas accès à cet appareil. C'est un vrai problème. Merci Pauline Deroulède, merci Jean-Baptiste Alès, merci d'être venu avec nous. Merci à tous les deux, c'était très sympa de vous avoir. Ouais, c'était super cool, je vous chasse un petit peu arbitrairement parce qu'il y a Marcotte qui poirote, ça rime presque. Depuis 20 minutes, vas-y rentre Marcotte. Merci les amis. Surtout Et on peut tout à fait faire une petite photo. Mais non, on est sur Twitch, on a le temps de prendre la photo. Marcotte, si tu veux, tu peux venir même sur la photo si tu veux. Allez, on vous souhaite le meilleur. On peut la faire là, la photo, on va la faire en direct. On peut la faire tout à fait en direct. C'est Mathis qui prend la photo. Vous voyez pas Mathis, mais c'est lui qui est derrière l'appareil. Vous le verrez tout à l'heure peut-être. Merci Mathis. Merci les amis, bonne préparation. Et à très vite. Bien sûr qu'on va les suivre. Marcotte, salut, bienvenue. Bon, on est 2 contre 1. Prends le micro, vas-y, installe-toi. Bonjour. Salut Marcotte. Salut, bienvenue. Parfait. Désolé pour l'attente, on est un petit peu en retard, on a eu quelques petits problèmes techniques, vous nous l'avez dit, vous avez été nombreux dans le chat. Normalement, vous nous voyez correctement, vous nous entendez correctement et donc c'est très bien. Le sport, c'est aussi le e-sport. Ce week-end, la Carmine Cup, le club d'e-sport le plus populaire de France, a rassemblé 28 000 personnes à la Défense Arena à Paris. L'an dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, avait déjà promis une nouvelle ère pour les jeux vidéo, devant près de 200 joueurs invités à l'Élysée. Et on a aussi le chef de l'État qui déclare « On a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués ». Salut Marcotte Pardaillé. Salut. Marcotte, tu es une figure du e-sport français, tu es toujours dans la team Game World, tu n'as pas l'air vraiment intoxiqué. Non, moi ça va très bien, enfin, j'ai l'impression. Je sais pas. Il y a notre ami Jules Dequisse à la rédaction de France Info qui est dingue de e-sport qui m'a dit que tu étais aussi calé en rugby. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette coupe de rugby? Alors, c'est ma passion depuis tout petit, avant même les jeux vidéo. Et malheureusement, j'ai dû arrêter le rugby. Bon, ça se voit pas, mais j'en pratiquais beaucoup. Et, pour les jeux vidéo, parce que j'avais une opportunité professionnelle. Et je regrette pas du tout. Franchement, c'est un très bon choix de ma part, je pense. Mais ouais, du coup, la période de Coupe du Monde de rugby, là, je suis en kiff tous les week-ends, là, je suis content. Alors, tu peux raconter un petit peu à ceux qui te connaissent peut-être pas, c'est quoi ta nouvelle vie? Parce que maintenant, le jeu vidéo, tu es en vie, le e-sport, maintenant, c'est ta vie. Alors, donc moi, je m'appelle Marc, je suis plus connu sur les réseaux sociaux, bien sur le pseudo de Marcotte. Et du coup, je joue aux jeux vidéo depuis petit, mais j'en ai fait mon métier depuis 2019. Mon premier contrat professionnel, c'était le jour de mes 18 ans. Alors ça tombe pile à cette date-là parce que... C'est un hasard ou c'est... Alors c'est parce que actuellement, pour déclarer être joueur professionnel, c'est assez compliqué. C'est pas encore très répandu, même au niveau de l'État. Ce qui fait que du coup, on passe par l'auto-entrepreneuriat. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la prestation de services, etc. Et du coup, comme c'était le même mois que ma date de naissance où je devais commencer mon contrat professionnel, on s'est dit on va attendre que je sois majeur parce qu'il fallait les autorisations parentales, etc. avant, donc autant attendre quelques jours. Donc, voilà, tout simplement. Et donc j'ai fait plusieurs équipes. Actuellement, je suis chez GameWard. Je suis en pleine reconversion. Alors oui, j'ai que 22 ans, mais... T'as encore une troisième vie qui arrive, c'est ça? C'est quoi ta nouvelle troisième vie? Alors, toujours dans l'équipe de GameWard en tant que chef de projet, parce que c'est hyper important dans un club. Au niveau des revenus, etc., c'est beaucoup avec les sponsors. La Carmine arrive à le faire avec les fans, certaines équipes d'autres façons. Mais actuellement, c'est surtout les sponsors. Et donc, j'aide tout ce qui est préparation d'événements, événementiel et même animation de l'événement pour les sponsors. Que ce soit des stands, des... Donc c'est un peu chef de projet événement, c'est un peu ça, hein, organiser des événements pour la Carmine. Et par exemple, j'étais au KCX justement, donc l'événement de la Carmine. Comment c'était? Samedi soir. C'était top. C'est la première fois qu'il y a un événement aussi massif quand même. La salle était pleine. Clairement, j'étais aussi au major de Counter-Strike, que notre cher président avait annoncé. Et franchement, c'est des événements qui sont de plus en plus et qui rassemblent beaucoup, qui font beaucoup de vues aussi. Donc c'est quelque chose qui fait rêver. Bon, moi je ne suis pas à cette échelle-là encore, mais j'espère peut-être plus tard. Mais voilà. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à cette échelle-là? Alors je pense un peu d'expérience, vu que je suis quand même encore assez jeune.
Et quand je regarde ceux qui sont dans le milieu, que ce soit surtout côté staff, parce que le côté joueur est quand même assez jeune. Je pense que la moyenne d'âge est très jeune. Ça dépend des jeux, bien sûr, mais je pense. C'est quoi la moyenne d'âge d'ailleurs? C'est pas si jeune que ça en réalité. Alors ça dépend des jeux. Par exemple, si je prends l'exemple de Fortnite qui était mon jeu ou de Rocket League, la moyenne d'âge est aux alentours de 16 ans, 17 ans. Les meilleurs joueurs du monde actuellement, on a eu un jeune de 16 ans champion du monde. Après, on a par exemple d'autres jeux comme League of Legends ou Counter-Strike par exemple, où c'est vraiment plus de la vingtaine d'années, voire la trentaine sur Counter-Strike. Donc voilà. Donc ils sont liés à la date de sortie de la date d'édition de ces jeux. C'est des jeux anciens, contrairement à Rocket League ou Fortnite. Et dis-moi, alors on va en parler, mais en fait pour ne pas en parler, c'est rigolo. La première semaine olympique d'e-sport a été organisée en juin à Singapour. Le e-sport a été reconnu comme sport en 2017. Tout ça, c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Et pourtant, on sent bien que l'e-sport n'est pas prêt d'être intégré par le comité international olympique. Et en fait, il paraît que dans le monde du e-sport, mais tout le monde s'en fout complètement. Oui, parce qu'en fait. Parce que je voulais attaquer comme ça le stream avec toi et on m'a dit mais non, mais pose pas cette question-là, c'est stupide. Ça les intéresse, mais alors pas du tout. Bah, je pense surtout que mon point de vue de joueur, c'est que les JO n'ont pas besoin de l'e-sport, enfin l'e-sport n'a pas besoin des JO en tout cas. On a déjà assez de championnats du monde de chaque année parce qu'on ne peut pas faire des championnats du monde comme dans le rugby ou le football tous les 4 ans. Parce que c'est quand même un monde où on veut tout faire, on veut que c'est rapide, il faut que ce soit visuel aussi, c'est très axé sur la communauté et sur c'est de l'événementiel en fait. Il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le côté visibilité. Et donc pour moi, l'e-sport n'a pas besoin des JO. Alors ça peut être une bonne opportunité pour se montrer, mais en même temps, comme c'est pas 100% accepté par le grand public, on va dire, je trouve que ce serait dommage d'y aller trop vite. Peut-être laisser développer encore l'e-sport. Au risque de tout de suite lancer quelque chose qui serait pas bien, par exemple. Que ça peut être en défaveur de l'e-sport en tout cas. Surtout que c'est pas encore hyper structuré comme dans le sport traditionnel. Il n'y a pas de fédération par exemple. C'est surtout par rapport au club et surtout aux éditeurs. Ça, je pense, c'est le plus gros enjeu. Ce sont les éditeurs, les fédérations, pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est plus ou moins ça. Le truc, c'est que les éditeurs, c'est un peu des entreprises, ils ont besoin de. C'est le chiffre et ils ont des objectifs autres que des fédérations. Donc c'est compliqué de lier ça avec les JO, quoi. Il y a Crédit dans le chat, salut Crédit, qui dit on est surtout sur un comité assez âgé, donc le CIO, qui ne comprend pas que l'e-sport c'est du sport. L'e-sport c'est du sport, Marcotte? Alors moi de mon expérience en tout cas oui, parce que... Pour toi oui, enfin j'ai suivi un petit peu ce que tu avais fait et tout. Tu as toujours intégré les deux en réalité. Ouais c'est ça, en fait j'ai eu la chance chez GameWard d'avoir une salle de sport, d'avoir des gens qui nous accompagnent derrière, que ce soit en nutrition, en performance, ostéopathe aussi pour la posture etc. Parce que mes compétitions c'était sur plusieurs heures d'affilée. Où tu es assis, où tu es nerveusement hyper tendu, enfin tu es engagé quand même. Oui c'est ça, et physiquement, même mentalement à la fin de la session, le soir je suis exténué et je dors bien, je dors beaucoup. Et en fait on ne se rend pas compte, mais derrière un joueur, ce que font beaucoup d'équipes en ce moment, que ce soit Vitality ou maintenant Carmine qui commence à s'y mettre beaucoup, même BDS où on a un très bon coach performance. Ils commencent à vraiment avoir des programmes spécialisés parce que c'est beaucoup d'entraînement, certes sur le jeu, mais c'est aussi revoir ce qu'on a fait, revoir ce que les autres équipes font, un peu comme dans le sport traditionnel. Le repos, le sommeil, ça fait partie d'entraînement. Le sport pour être bien dans son corps et être à 100% à la tête dans le jeu, c'est un rythme de vie très soutenu. Et comme il y a beaucoup d'événements et qu'il faut être très bon tout le temps, c'est compliqué mentalement et physiquement. Il faut tenir le rythme en fait. Ouais, c'est ça, c'est très, très rythmé. C'est quoi ta préparation à toi, du coup? Alors, en général, les compétitions, c'est le samedi, voire le dimanche. Les qualifications, c'est le samedi. Et on a, par exemple, sur Fortnite, bien sûr, c'est 3 heures pour faire 10 parties maximum, qui durent... si on perd au début, ça va durer quelques minutes, mais si on va jusqu'au bout, ça dure quasiment 25 minutes. Et donc pendant 3 heures on fait ça, et à la fin des 3 heures, ceux qui ont gagné le plus de points soit passent à la manche suivante, soit c'est une finale bien sûr, gagnent les prix, parce que bien sûr il y a des prix qui sont assez conséquents, et je pense que c'est ça aussi qui attire les joueurs, parce que se donner autant, que ce soit toute la semaine plus le week-end, c'est qu'il faut un bel objectif derrière, et non seulement d'en vivre, mais aussi, aussi le prestige, même si... C'est pour ça, encore une fois aussi, par rapport au JO, je ne me vois pas gagner une médaille olympique sur les jeux vidéo. Je trouve que ce n'est pas la même saveur que dans un sport, en fait. Alors tu dis les prix sont conséquents, c'est quoi les prix un petit peu pour ceux qui n'y connaissent rien? Bon, alors ça dépend, chez Fortnite c'est assez conséquent parce que c'est très ouvert. Ils ont choisi que ce soit ouvert. Il y a une grosse mise. C'est ça, et
Et les championnats d'Europe, par exemple, qui sont quasiment tous les 3 mois, voire 4 mois, c'est plusieurs millions sur la finale. C'est-à-dire que le dernier, ce qui est 50e, il va gagner 2 000, 3 000 euros. Et le premier, ça peut aller à 100 000, 200 000 euros. Il y a Pardon, Hugo, vas-y. C'est plus qu'une médaille d'or. C'est plus qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais, après, pour en arriver là, c'est vraiment le top niveau et c'est vraiment très élitiste. Ouais, il faut y arriver et c'est ça. difficile. Il y a un truc qui a secoué le monde de l'e-sport, c'était ce week-end à la Carmine Corp. La Carmine qui va poser ses valises dans le 9-1. Le 9-1, c'est l'Essonne, le 91, et qui va devenir le seul club résident arène d'Evry-Courcouronne, avec un stade complètement rénové, 3000 places. Le premier système d'abonnement de l'histoire du club, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Ah ouais. Pour le monde de l'e-sport, c'est la première fois, je crois. C'est la première fois en tout cas en Europe, il me semble. Ils construisent un stade. Alors ils construisent vont pas. construire. Ils prennent le stade. Ils prennent le stade. C'est un peu à l'image, je pense, du Racing 92 à Nanterre ou PSG au Parc des Princes. C'est pas leur stade, mais ils sont le club résident, c'est-à-dire que tous les matchs qu'ils vont pouvoir faire, ils le font là-bas. Voilà. Okay. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a eu quelques cas en Chine. Mais ça reste très rare et très isolé. Et c'est un bouleversement, je pense, dans le monde de l'e-sport. C'est complètement inédit en France. Ouais, en France en tout cas c'est inédit, mais en Europe, voire quasiment dans le monde, puisque un club avec une aussi grosse fanbase, c'est très rare. Ouais, c'est énorme. Ouais. Il y a des gens qui s'inquiètent pour ton avenir, notamment Crédit, qui dit vu que c'est un nouveau métier, une nouvelle carrière, je m'interroge sur l'avenir de ces jeunes après 40 ans jusqu'à 64 ans. Bon, il n'y a pas de raison que ça change en réalité. Bah non, puisqu'en fait ça va juste se développer. On verra comment ça se développe, mais dans tous les cas, on a toujours beaucoup de métiers différents dans les sports. On n'a pas que le côté joueur, coach, manager. C'est ce que dit Nassoum, hein. C'est comme beaucoup de sports, passer 30-40 ans, tu t'orientes différemment dans ce sport où tu changes totalement de monde. Bon, c'est un peu ce que tu as fait en fait, de manière un peu précoce. Un peu tôt, mais ce qui t'empêchera pas de revenir d'ailleurs. Exactement. J'ai toujours le niveau, je pense, si je m'y mets à fond, mais j'ai pas forcément l'envie pour l'instant d'avoir un rythme aussi soutenu, quoi. C'est une pause ou c'est je sais pas trop en fait. Ouais, en fait, pour l'instant c'est plus un arrêt, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Est-ce que tu as hâte que les Jeux Olympiques arrivent en France là ? Est-ce que tu vas y aller ? Tu as pris tes places ? Alors, vivant en région parisienne, j'ai hâte, mais en même temps un peu moins. Mais ouais, franchement, j'adore le sport. Pas que le rugby, j'adore regarder du sport. Il y a du rugby en plus au JO, c'est du rugby à 7. Franchement, c'est top. J'ai ma soeur qui joue et franchement, c'est un spectacle. Et pour moi, les JO, c'est comme un spectacle. Il y a la compétition, mais il y a aussi le spectacle. Et ça me fait découvrir plein de sports. Parce que je ne regarde pas forcément le championnat du monde de skate comme les championnats du monde d'athlétisme ou autres. Par contre, les JO, je regarde souvent. Et comme c'est tous les 4 ans, c'est ponctuel. Donc ça donne encore plus envie de ne pas louper ça, quoi. Alors maintenant, ça a peut-être un peu changé, mais il y a donc 2 ans, c'était quoi la journée type d'un Marcotte ? Alors ma journée type, en semaine, souvent je me levais aux alentours de 9-10 heures parce qu'on a les compétitions qui finissent assez tard, certaines fois. Et donc je me lève aux alentours de 9-10 heures, je faisais ma séance de sport. Donc j'avais mon coach qui m'avait préparé une séance de sport dans les locaux parce qu'on a une salle de sport. Donc je mangeais le midi. L'après-midi, ça se passait soit de la review, donc je regardais les parties des autres, ce que font les autres, comment m'améliorer. Ensuite, je jouais plus en fin d'après-midi pour mes mécaniques personnelles. Donc c'est surtout du jeu personnel. Et le soir, aux alentours de 19h, on a les entraînements en équipe souvent, parce que la compétition en ce moment, c'est du duo. Donc on a des compétitions seules, mais aussi des compétitions en duo. Et donc ça, c'est mes entraînements pendant 2-3 heures, voire 4 heures. Et le week-end, c'est un peu similaire. Je vais peut-être un petit peu plus tard pour être plus réveillé le soir. Et les compétitions qui commencent à 15h, bien sûr, j'ai quelques échauffements avant. Quelques paroles avec le coach, avec le teammate, on va dire. Et le soir, quand c'est 19-22, pareil, un peu avant, 1 heure avant, je faisais mes mécaniques individuelles et je me mettais dans l'ambiance. Le e-sport, c'est un truc qui a complètement explosé depuis 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Il s'est passé qu'il y a eu plein de trucs en réalité. Ouais, il y a eu plein que ce soit de nouveaux jeux, qu'il y a eu plein de nouvelles scènes e-sport sur plein de jeux qui sont de plus en plus intéressants. Et il y a aussi je pense la période du Covid aussi. Ouais. Qui a fait que les gens sont restés chez eux et le seul sport entre guillemets qui était là, c'était l'e-sport sur certains jeux. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont commencé à regarder à partir de là, il y a plein de gens qui sont devenus fans à partir de là. Et le fait que les influenceurs aussi grossissent avec les réseaux sociaux,
et qui s'installent dans l'e-sport, bah, ça a montré un peu plus, de plus en plus au grand public. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait, c'est vraiment l'intérêt général par rapport au sport qui a augmenté l'e-sport, quoi. Les e-sportifs, ils sont pas vraiment protégés par une structure. Il n'y a pas de fédé, on l'a dit tout à l'heure. Ils sont protégés par quoi? Par l'éditeur de jeu. Comment ça se structure en fait? Alors c'est surtout, il y a les règles des éditeurs. Par exemple Riot Games, qui est l'éditeur de League of Legends, qui cadre beaucoup sur ces jeux. Et on voit que ça marche bien parce que c'est le premier éditeur qui s'occupe vraiment beaucoup de son e-sport par rapport à d'autres jeux et qui mettent les moyens. Mais aussi les clubs aussi, qui jouent un très gros rôle. Après, alors ils t'accompagnent comment, les clubs par exemple? Alors les clubs, ils m'accompagnent juridiquement déjà. Après, il y a les agents aussi qui aident. Hein. C'est un peu comme dans le sport ou dans l'événementiel. On a des agents qui s'occupent beaucoup de parties papier, droit, etc. Et dans les équipes, souvent, on a du staff autour de nous qui nous conseille parce que souvent les joueurs sont assez jeunes. C'est là où on encourage aussi les parents à suivre. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu des parents qui suivaient énormément. D'ailleurs je pense qu'il est sur le live actuellement, mon père. Et, salut. Salut. En fait le club c'est vraiment structuré et aider le joueur à devenir professionnel, on va dire. Donc avec tous les aspects, que ce soit performance, juridique ou autre. Et après le seul truc c'est qu'il y a des jeux où on n'est pas obligé d'avoir un club pour participer. Et ça peut être plus difficile pour ces gens-là, parce qu'ils doivent se montrer qu'ils peuvent avoir des résultats pour montrer qu'ils méritent d'être suivis et bien sûr d'être pris en charge aussi financièrement, histoire d'avoir un minimum chaque mois, quoi. Il y a Soif de Limonade, salut Soif de Limonade dans le chat, qui te demande, Marcotte, qu'est-ce qu'on doit changer ou évoluer dans la scène e-sport pour être prise au sérieux, d'après toi? Pour moi, on n'a pas besoin de changer beaucoup de choses, à part le fait que, en fait, le seul moyen de pouvoir montrer au grand public que c'est une vraie... que c'est une vraie discipline, c'est qu'eux-mêmes le pratiquent et essayent pour voir la différence entre ces personnes, sauf qu'ils ne sont pas forcément pour. Et moi je pense que le seul truc c'est continuer à faire ce qu'on fait de notre côté, les gens qui aiment, qui regardent, et je pense que dans l'avenir ça viendra tout seul. Je pense que c'est le temps surtout qui va le faire augmenter l'e-sport, je pense. Alors le e-sport c'est un milieu qui se féminise un peu, qui était en fait un peu féminin en réalité, sauf qu'on voyait moins les femmes. Pourtant on voit quand même que c'est pas tout à fait gagné. Il y a eu Manon Lanza qui a été harcelée après son accident au GP Explorer 2 avec une déferlante de haine dans les réseaux. C'est en train de changer mais ça change quand même très lentement. Ouais, c'est dur, ça témoigne de quoi en fait? Moi je pense que c'est surtout les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux avec des gens qui sont peut-être très jeunes. C'est ça. Mais peut-être que pas que aussi. Et surtout les influenceurs aussi qui des fois ne pèsent pas leurs mots et ils ne se rendent pas compte de l'influence sur les plus jeunes qui les suivent. Ils doivent se dire qu'ils ont une communauté assez âgée qui puisse poser les pour et les contre, mais c'est pas que le cas. Il y a une grosse majorité où c'est des très jeunes. Et je pense surtout faire changer les mœurs comme ça, c'est compliqué. C'est l'éducation, malheureusement certains préfèrent écouter les gens sur les réseaux ou leurs amis que les parents ou les vraies personnes qui s'y connaissent bien et qui essaient de faire de la prévention. Et pour moi, le problème, c'est vraiment surtout les réseaux sociaux. Et comme l'e-sport, c'est principalement en ligne, même si de plus en plus on le voit avec les événements, c'est sur place, les réseaux sociaux jouent un grand rôle là-dedans, quoi. Pour ceux qui jouent chez eux, qu'est-ce que tu donnes comme conseil de posture, d'alimentation En fait, l'alimentation, c'est surtout par rapport au sport. Si tu étais le coach Marcotte. Alors pour moi, la posture, déjà, c'est hyper important parce que si on passe pas mal de temps, déjà, il faut faire des pauses. C'est hyper important que ce soit entre chaque partie ou au bout d'une demi-heure, une heure maximum. Et la nutrition, c'est un peu comme dans le sport, hein. Moi, j'ai eu la chance de connaître ce milieu-là du sport. J'en faisais beaucoup. Et donc, je savais l'impact que ça avait de bien se nourrir, bien dormir, etc. Mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas ces valeurs-là de base. Et donc, c'est là où il faut s'y intéresser et montrer que c'est important. Et en fait, il faut qu'ils essayent pour voir la différence. Et le but pour s'améliorer aussi, c'est pas forcément tout le temps jouer. C'est beaucoup de regarder comment on fait, regarder comment font les autres, se reposer. Quand on joue, faire jouer bien et pas juste faire n'importe quoi et se dire c'est bon, ça va m'améliorer. Voilà, c'est juste se rendre plus professionnel. Et je pense que via les réseaux sociaux, on le voit de plus en plus, c'est accessible pour les informations, comment faire, etc. Il y a beaucoup de gens que ce soit sur Twitter ou autres, qui font la prévention là-dessus et je pense que c'est très accessible à tout le monde.
excusez-moi, pardon. On me parle très fort dans le c'est micro bruyant, derrière. c'est normal. C'est très Voilà, bruyant c'est- aussi, on est au milieu de l'Agora. Le principe du l'Agora, c'est qu'il y a plein de gens qui passent et qui... Ouais, et pour qui- un événement sympa. Pour un événement sympa, et dont j'entendais moins Marcotte. T'avais dit que tu te trouvais pas très bon en stream sur Twitch. Mais en fait, de base, C'est pas ton truc de jouer en stream? ouais, de base, je suis hyper timide. Mais T'as pas l'air vraiment très timide, hein, Marcotte. bah, en fait, Parce que vous voyez pas, mais il y a 10 personnes en face de nous derrière la régie. Il y a en fait, plusieurs caméras. Il y a plusieurs jeune, caméras. ouais, quand j'étais jeune, les photos, par exemple, impossible. Mes parents voulaient me prendre en photo. S'ils me perdaient, bah, ils me retrouveraient pas. Ils pourraient pas demander, dire à la police, regardez, c'est lui. Mais j'aimais pas du tout les photos, me montrer et être au centre de l'attention. Et en fait, le fait de devenir joueur et de pouvoir trouver des équipes, etc., j'ai dû me montrer sur les réseaux un peu plus. Et ce qui fait que ça m'a ouvert en fait, au monde. Je suis moins timide, que ce soit avec le public ou autre. Et en fait, le stream, c'était un peu dur pour moi parce que fallait que je me montre. C'était moi qui tout le monde regardait. Ça Quand pesait, on voit ça pesait un peu moins. c'est Ouais. ça, on voit le nombre de personnes augmenter. Tu te dis, oula, faut pas que je fasse de bêtises, faut pas que je grimace ou autre. C'est plus compliqué, je trouve, pour moi. Après, ça dépend vraiment de chacun. Hein. Il y en a certains qui aiment bien, il y en a d'autres qui, un peu comme moi, qui aiment pas trop, et c'est tout, quoi. Ça dépend. Bon, visiblement, c'était pas un calvaire d'être avec nous aujourd'hui. Ouais. Ça va. Merci Marcotte, merci infiniment Merci d'avoir à passé ces quelques minutes avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir? De voir plein d'événements e-sport, parce que franchement, c'est top, et je pense que tout le monde devrait au moins s'y intéresser, que ce soit en live ou y accéder, parce que franchement, c'est trop bien. Merci Marcotte. Merci beaucoup Marcotte, merci Et à d'avoir très été très avec vite, nous. reviens quand tu veux. Ouais. J'accueille nos deux invités. Mathis, on est bon pour nos deux prochains invités? Oui, Salut, bienvenue. merci Armel encore à Courtois, Marcotte. bienvenue. Et Bonjour, César Dugast, Armel. bienvenue. Et bonjour César. Installez-vous tranquillement. Prenez vos micros. Est-ce que tout va bien? On commence un petit peu en retard, pardon. J'ai vu qu'il y avait du monde au portillon. Et voilà, on a pressé un peu Marcotte. Armel Courtois, salut. Armel, tu es... Alors tu me dis si je me plante. Hein. Tu es exploratrice. On va dire ça comme ça, un peu. T'es un peu exploratrice, t'es vice-championne du monde de kite. Après 15 ans de compétition en équitation, tu commences le kite en 2008. Tu passes aussi beaucoup de temps en haute montagne. Tu es cofondatrice de l'événement Sport for Future, un événement qui vise à expliquer les conséquences du réchauffement climatique en montagne. J'ai bon ou c'est... C'est pas que le réchauffement climatique en montagne. C'est-à-dire qu'on se sert de la montagne parce que les glaciers sont un formidable révélateur du réchauffement climatique, un révélateur unique, concret, qu'on a sous les pieds, sous les mains, quand on fait de l'escalade de glace, etc. Mais on parle du réchauffement climatique en général. Armel, on va en parler dans un instant. Armel, à tes côtés, il y a César Dugast. Salut César. Salut. César, toi, tu as cofondé le collectif Éclairci. Éclairci, c'est un collectif d'experts sur l'écologie qui a analysé la stratégie climat des JO 2024. Tu as notamment publié une vidéo sur YouTube avec Blast qui s'appelle « Les JO seront-ils vraiment écolos ?» Alors, je pose la question à tous les deux. Les JO seront-ils vraiment écolos? C'est toi le spécialiste, je te laisse répondre. Allez, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par écolo, quoi. Oui, à certains égards, et non dans les conditions actuelles. Non mais Ouais, je quel pense impact que- carbone ça va avoir dans la mesure où il y a des millions de personnes qui vont venir en France, particulièrement à Paris. Ça fait quand même un bilan carbone qui risque d'être assez important à la fin, non? Ouais. Tu fais bien de parler des spectateurs, parce que c'est en fait ça le nerf de la guerre. La question de l'impact écologique et en particulier climatique d'un événement, ça va se mesurer au premier ordre sur la question du nombre de spectateurs. Donc en fait, pour parler d'un événement écologique ou soutenable ou climatiquement OK, on va d'abord regarder la taille de cet événement, c'est-à-dire combien il y a de spectateurs qu'il va y avoir. Et tu as raison de souligner que, en fait, dans le cadre des JO, il va y avoir énormément de spectateurs et que d'après les calculs des JO 2024 eux-mêmes, en fait, ça va représenter au moins un tiers des émissions sur un total d'1,5 million, 1,5 million de tonnes de CO2 qui vont être émises dans l'atmosphère du début à la fin de l'événement. Donc c'est assez énorme. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser cette empreinte-là, et est-ce qu'il y a des solutions concrètes qu'on peut activer pour essayer de réduire au maximum cette empreinte, quoi. Justement, est-ce qu'un gros événement aujourd'hui, comme les JO de Paris, c'est compatible avec des objectifs de réduction d'émissions à effet de serre ou pas? Est-ce qu'on doit continuer à faire des gros événements de cette ampleur-là?
Je pense qu'on tombe dans la dualité du sport de haut niveau et des enjeux entre performance, sport de haut niveau, circuits internationaux et enjeux environnementaux et écologiques. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'équilibre et que beaucoup de choses devraient changer. Mais est-ce qu'on a le temps de faire changer des institutions, des événements qui sont ancrés je ne sais pas. Je pense que non. Et pourtant, il faudrait, si on n'est pas capable de les supprimer, et c'est peut-être pas le but non plus de tout supprimer parce que c'est vecteur de plein d'autres valeurs qui sont très vertueuses, à ce moment-là, il faudrait les faire changer fondamentalement. Et ça demanderait une implication de toutes parts, notamment un tripartite athlètes, public et sponsors, des sponsors engagés. Et ça, il faudrait que tout le monde travaille de pair avec les institutions aussi. Donc aujourd'hui, on en est encore loin. Armel, il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur le plateau. C'est quelqu'un que tu connais bien, je pense. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter, Martin ? Alors, je suis Martin Thomas, j'ai 34 ans et j'ai couru aux Jeux Olympiques de Tokyo et j'ai terminé 5e en finale. Parce que c'est donc en duo que vous essayez de sensibiliser. Vous pouvez raconter un petit peu les prémices de ce projet, peut-être ? Voilà, effectivement, on s'est retrouvé avec Armel, qui, elle, était une kitesurfeuse professionnelle. Pour ma part, je faisais du canoë à un niveau aussi international. Et on s'est retrouvé sur une passion commune qui est le kitesurf, mais également la montagne. Au départ de notre projet Riding to Explore, c'était vraiment l'objectif d'aller le plus haut possible en kitesurf, avec un défi vraiment purement sportif. Et finalement, ça s'est transformé de par ce qu'on a pu observer en montagne, et notamment sur les glaciers, en un projet avec un message fort de sensibilisation environnementale. Il y a Kyle dans le chat, je pose la question à tous les trois, qui dit pour que les JO soient écologiques, il faudrait déjà qu'il n'y ait pas parmi leurs sponsors les plus gros pollueurs de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est vous en pensez sûr que du mal, je crois. Ça, l'objectif, moi je suis très sur le fait qu'il ne faut pas pointer du doigt, juger, etc. Mais il y a quand même des vérités qui doivent être dites. Et effectivement, dans ce qu'on abordait tout à l'heure, et notamment les liens entre public, athlètes et sponsors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut des sponsors engagés. Et aujourd'hui, voir que parmi les plus gros sponsors, il y a parmi les plus gros pollueurs de la planète, il y a toute une campagne Greenpeace aussi actuellement contre Total Energy pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, aujourd'hui, on peut... Enfin, faut arrêter de se voiler la face. Il y a aussi des sponsors qui essayent de faire des choses bien. Il y a eu au sommet Change Now un pledge qui a été signé avec des gros sponsors, aussi des mastodontes du sport, Sodexo, Orange, EDF, qui a une des plus grosses teams athlètes, notamment pour les JO. Accor, voilà. Il y a Maïf avec Sport Planet qui a toute une team d'ambassadeurs aussi. Voilà, il y a des sponsors qui se bougent aujourd'hui pour essayer de sortir un petit peu de ce marasme. Donc aussi, il faut encourager ça et trouver un nouveau modèle dans lequel on n'est plus uniquement orienté sur la performance sportive, mais aussi sur la performance environnementale, parce que sinon on s'en sortira pas. Et il faut aussi rendre du coup l'écologie sexy pour que le grand public soit prêt à donner autant, ou en tout cas plus de poids à cette performance écologique, que ce soit au niveau des athlètes ou des sponsors. César Legast ? Ouais, je rejoins complètement ce qui est dit ici. En gros, déjà d'une part, c'est un enjeu d'image extrêmement fort, d'avoir une cohérence entre les annonceurs, les sponsors et la prétendue neutralité carbone ou la prétendue écologie positive d'un événement. Ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'un mauvais sponsor ou un annonceur qui va avoir une très mauvaise note écologique, en fait, si on le voit partout sur les panneaux télé, sur les maillots, etc., ça va induire éventuellement un effet rebond d'accroissement de la consommation pour ces produits-là, ce qui conduit à un effet complètement délétère. Et il y a un autre point que je voulais souligner qui est assez important, c'est que quand on parle justement de l'empreinte carbone d'un événement, typiquement de JO 2024, on ne regarde pas du tout l'empreinte carbone des sponsors, justement. Ça n'apparaît pas du tout dans l'équation de la méthodologie. C'est pas du tout dans le bilan carbone. Donc en gros, si on incluait ça en plus dans le bilan carbone, ce serait encore pire. Et donc on voit bien que quand on doit maîtriser le caractère environnemental d'un événement, il y a non seulement la question de l'empreinte carbone, mais qui est un truc très technique, très calculatoire. Il y a aussi des choses beaucoup plus soft, notamment les sponsors. Est-ce qu'on peut dire que tout de même, les JO de Paris sont
plus écolo que les derniers JO, notamment parce qu'il y a eu, par exemple, moins de construction. On n'est pas parti de zéro, comme ça a été le cas pour la Coupe du Monde au Qatar, où il a fallu faire des stades. Bon, là, c'est vraiment le pire exemple qu'on pouvait prendre. Mais c'est difficile de trouver pire. C'est difficile de trouver pire. Mais tout de même, est-ce qu'il y a... L'Arabie Saoudite, peut-être, pour les JO d'hiver. Oui, c'est vrai, les JO d'hiver en Arabie Saoudite, qui, c'est pas tout de suite, il me semble, hein, c'est dans quelques années, mais on en parle déjà, ce serait des jeux d'hiver en Asie. Est-ce que tout de même, jusque-là, on peut dire que les JO de Paris font plutôt le travail sur le plan écolo ou c'est plus de la com? Alors, ils font du travail, ils font un peu le travail au sens où ils se sont engagés à faire en sorte que leur empreinte carbone soit divisée par 2 par rapport aux éditions d'été des années 2010. En gros, ils se sont dit, et c'est une chose à saluer, hein, qu'en amont de l'événement, ils fixent ce qu'on appelle un budget carbone d'1,5 million de tonnes de CO2 et ils se sont engagés à dire on ne va pas aller au-delà. Ce qui est bien. Tenable? C'est a priori tenable parce qu'ils ont aussi fait plein de calculs. Ils ont, comme tu l'as dit, fait en sorte que 95% des infrastructures soient déjà existantes. Donc très peu de constructions neuves. En revanche, la vraie question à se poser, c'est super de diviser par 2 par rapport à des éditions précédentes, mais est-ce que c'est suffisant? Et là se pose la question de la compatibilité des événements de cette ampleur par rapport aux limites planétaires et par rapport au budget carbone global qu'il nous reste. C'est bien de diviser par 2, mais jusqu'à preuve du contraire, les JO 2024 ne nous ont pas encore démontré que c'est bien une division par 2 qu'il faut, et pas une division par 4, par 6, par 10, par 20. Il y a une question qui est... Alors c'est un petit autre sujet, mais c'est un sujet de GR33 dans le chat. Salut GR33. Il dit, après on parle des JO, mais le sport professionnel de tous les jours, en cumulé, c'est énormément plus d'empreintes écologiques que les JO. Et pourtant tout le monde s'en fout, on ne parle que des JO. C'est vrai ça, de votre point de vue? Ça rejoint une question qui justement nous questionne assez souvent. C'est la dualité entre être sportif de haut niveau, avoir une empreinte carbone au quotidien qui est vraiment démesurée. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Exactement, il y a énormément de déplacements, les infrastructures sur lesquelles on s'entraîne ou on fait des compétitions, il y a tout l'empreinte carbone du matériel qui pour le coup nous a très peu de seconde vie. Voilà, c'est une empreinte effectivement énorme, donc en fait c'est vraiment une question assez globale qui va vraiment de l'événement des Jeux Olympiques à l'entraînement quotidien du sportif de haut niveau et c'est tout l'objet de notre événement Sport for Future qu'on essaye de mettre en place avec des réflexions. C'était la deuxième édition cet été. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé, peut-être, Armelle? Oui, c'était la deuxième édition, effectivement. C'est un événement qui rassemble l'équipe, peut-être pour être Alors, c'est un événement qui rassemble 10 sportifs de haut niveau. Avec la palette de sports la plus large possible. Le but, c'est de s'éloigner des sports outdoor qui sont souvent les sports les plus sensibles au sujet et d'aller vraiment de l'escrime à la natation. Là, cette année, on a fait l'entrée du rugby, donc du monde professionnel, justement. Qui était là, du coup, pour représenter Fulgence Ouedraogo, okay. Pour le MHR, donc club de rugby du top 14. De Montpellier. Voilà, de Montpellier. On a eu également, en tant qu'intervenant, Yann Roubert, président du Loup Rugby aussi, donc de club de Lyon. Donc on avait quand même 2 entités du rugby professionnel qui étaient présentes sur l'événement et qui amenaient leur vision justement. Et on voit que finalement, les problématiques d'un sport professionnel, d'une structure comme ça, sont assez proches de l'athlète individuel, sauf qu'elles ont des conséquences 2 fois plus importantes, que ce soit eux dans leur sens en termes de, entre guillemets, pollueurs, et aussi dans l'impact que peuvent avoir les critiques à leur encontre quand le sport essaye de s'emparer des sujets climatiques. Moi, je voulais juste réagir sur un petit point qui est que, pour répondre aussi un petit peu à la question qui a été posée, en fait, pour moi, la grosse différence entre un événement comme les JO et des compétitions au long cours de sportifs de haut niveau, c'est, et je leur dis, par rapport à ce que je disais au début, c'est le nombre de spectateurs. Vraiment, il y a un point où des événements de cette ampleur-là brassent tellement de monde, demandent à faire venir des gens de si loin, et je ne parle pas des athlètes ou de leurs équipes, je parle vraiment des spectateurs, que c'est ça qui fait exploser. Moi, j'ai une question à te poser, César, sans vouloir te couper, mais... par exemple, tous les spectateurs qui viennent d'Europe, au lieu de les faire venir en avion, pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas en train? Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un pass JO train un peu spécifique comme ça existe pour le pass Interrail aujourd'hui?
Pourquoi un pass JO n'existerait-il pas? Est-ce que c'est une réflexion qui existe aujourd'hui et tu as connaissance de ça? Bah, en tout cas, c'est une excellente idée et c'est vraiment typiquement l'une des pistes. Non, mais vraiment, Merci Hugo Capelli. c'est une excellente idée parce que, en vrai, le nerf de la guerre, c'est de savoir comment, déjà, d'une part, on limite le nombre de spectateurs totaux et d'autre part, les gens qui viennent, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des spectateurs, comment est-ce qu'on les recrute le plus proche possible de l'événement? Et l'Europe fait partie de cette proximité parce qu'en fait, en Europe, il y a un réseau ferré d'excellente qualité. Quelqu'un de Pologne peut venir en train, par exemple, en train de nuit, tu fais un Varsovie, Quelqu'un qui Berlin. viendrait du Brésil, par exemple. voilà. Mais par contre, le Brésil, c'est plus compliqué, à moins qu'on vienne en voilier, mais bon. Bien sûr. Et en fait, c'est une piste qui est, je crois, explorée par les JO 2024. Mais en vrai, eux, ce qu'ils disent dans leur déjà un peu communication tard. officielle, c'est un peu tard, ils disent on va inciter les spectateurs européens à venir en train. Alors qu'en fait, en guise d'incitation, il faudrait juste soit des obligations, ou soit des incitations financières énormes. Par exemple, tu leur payes le train, ou tu interdis l'arrivée en avion, je sais pas, mais il y a des choses à inventer. Et c'est vraiment là que peut se situer un type de réflexion vraiment intéressant. Il y a Adrien, bonsoir Macadam. Salut Adrien, bonsoir Macadam, qui dit Hugo Président. Hugo Président, merci pour ta proposition. Martin, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense que ça rejoint aussi le fait que il y a les Jeux Olympiques, donc c'est une compétition majeure, et maintenant il y a de plus en plus de compétitions de cette envergure-là, qui sont les Jeux continentaux, les Jeux il y a les Jeux méditerranéens, maintenant il y a les Jeux d'Asie, il y a les Jeux de l'Océanie, les Jeux du Pacifique. En fait, on développe les Jeux de la plage, on développe de plus en plus de ces événements-là, donc on déplace de plus en plus de foules. Et je pense qu'aujourd'hui, ce modèle-là n'est pas viable dans 10-15 ans. Je pense qu'on marche sur la tête d'aller dans cette voie-là, plutôt que de développer des événements où justement il y aurait peut-être des spectateurs, mais à distance. La question de demain, c'est comment on va faire des événements avec des spectateurs qui ne se déplaceront pas ou qui utiliseront des spectateurs uniquement locaux. Ce que tu veux dire par là, c'est que par exemple, dans quelques années, des JO de Paris, ça n'aura plus qu'à Paris, mais imaginons que les JO de Paris seraient encore donc à nouveau en France en 2028, il faudrait qu'il n'y ait que des spectateurs français. C'est des questions à se poser, je pense, parce qu'aujourd'hui, on peut pas tous aller à Los Angeles en 2028, regarder les Jeux, il faudra les regarder à la télévision, ou alors, effectivement, travailler plus sur le côté local. Les Jeux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça doit avoir des spectateurs de l'autre bout du monde? Je pense pas. Et peut-être que, moi, à titre personnel, j'ai jamais été dans des JO en physique. J'ai toujours regardé ça à la télé et je pense que c'est la même chose pour l'écrasante majorité des mortels. Plein de gens, ouais. Et j'ai à chaque fois J'en quand suis. même passé d'excellents moments devant ma télé, quoi. Donc, Et est-ce que finalement, on voit très bien, et ça a été l'objet de toute une autre polémique avec les JO 2024, c'est l'accès à la billetterie. Est-ce que finalement, d'aller voir une épreuve, parce que souvent ça se résume à, sauf pour une niche, Oui, c'est une journée. Voilà, sinon Petite c'est une journée. journée, voire une épreuve, au pire 3. Est-ce que si ça on vaut a le fait coup du de hockey prendre sur un gazon avion dans la session pour combler ce qui manquait. Bref, est-ce que ça justifie effectivement de traverser la planète, ou est-ce qu'on peut trouver des moyens plus attrayants d'en profiter? On parle de fan zone, on est capable de faire des choses, et je suis sûre qu'on est capable de penser d'autres choses encore pour rendre effectivement cette interaction avec les jeux moins portée sur les déplacements et plus sur le partage localement. Et puis comme ça se déplace de continent en continent, de toute façon, ce qui est vrai pour l'un pour aller voir ensuite in situ ne sera plus vrai pour ces gens-là à l'édition d'après, et ainsi de suite. C'est assez tournant. C'est vrai que pour la Coupe du Monde de rugby, on voit que les équipes sont transportées en train, ce qui est assez nouveau. Ça n'a pas forcément été le cas Comme sur quoi c'est possible. première fois, précédentes hein. éditions. Note au Donc ça veut dire que PSG. les joueurs de rugby, pour aller d'un stade A à un stade B, sont toujours en train, mais il est vrai qu'au niveau des spectateurs, j'ai reçu ces chiffres hier d'une agence de voyage, c'était 14% d'avions qui arrivaient en plus à Paris par rapport à septembre 2022. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de spectateurs qui, effectivement, même s'ils viennent d'Europe, pour la plupart, viennent et se déplacent en avion, ce qui prouve qu'il y a quand même un gap encore assez important pour arriver à ce que vous vous présentez là. Oui, mais déjà, sans parler du sport
parlons d'une réflexion sur la vie quotidienne, entre guillemets, même si c'est loin d'être le quotidien de tout le monde de prendre l'avion. Tu parles Loin du de moi cette tourisme. idée. Voilà. Mais C'est ce je que veux dire, Nassoum dit, hein. Il dit après les gens qui se déplacent, ils en profitent sûrement pour faire du tourisme sur place et réinjecter donc des sous dans le pays d'organisation. C'est un autre débat. Mais oui, et puis Pardon, même Armel. dans les déplacements professionnels, les déplacements de tourisme. Est-ce que vous avez regardé la différence aujourd'hui pour faire, par exemple, Pau-Paris en avion ou en train Toulouse-Paris en avion ou en train? Si vous regardez la réalité économique, vous prenez l'avion. Pourquoi aujourd'hui on continue à détaxer le kérosène et pourquoi le train, il y a autant de taxes sur le train? Il y a aussi une volonté politique, une volonté des institutions de dépoussiérer un petit peu les transports d'une manière différente. Donc il faut aussi arrêter. On est d'accord que l'initiative individuelle, c'est important, mais là, il faut aussi que ça suive derrière. On ne peut pas non plus faire tout reposer sur l'individu, même si les décisions collectives se prennent aussi à la base par une somme de décisions individuelles, notamment dans les élections. Mais voilà, aujourd'hui, pourquoi on détaxe le kérosène? Pourquoi on a un Paris-Toulouse à 20 €? Et par contre, à 20 € en train, faut se lever tôt. On a des 120 €. Enfin voilà, si demain je prends au dernier moment un billet, il y a 10 fois plus de chances que je parte en avion qu'en train. Ouais. Est-ce que vous avez vous qui suivez justement au quotidien un petit peu le sport, j'imagine pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes mises en place pour limiter l'impact environnemental de ces Jeux Olympiques? Non, si vous répondez pas, c'est que c'est non. C'est que c'est pas bon signe, ça veut dire que c'est... En fait, il y en a. J'en ai un peu dit 3 mots tout à l'heure sur notamment le fait que tu recycles 95% des infrastructures, enfin que 95% d'infrastructures soient existantes, le fait qu'ils aient des contrats soi-disant d'énergie verte, d'électricité verte, que c'est un truc à saluer aussi, c'est que sur place, ils vont a priori diviser par 2 l'intensité carbone des repas, donc en fait privilégier les protéines animales, végétales. Waouh, oh là là, le lapsus. Mais par contre, encore une fois, moins de viande. Moins de viande encore sur une les fois, repas. c'est absolument insuffisant. Et je te rejoins tout à fait quand tu dis que à la fin, il a les individus qui font des choses, mais il y a aussi les verrous collectifs à aller se faire sauter. Vous parliez du triangle tout à l'heure, je sais plus, sponsor, athlète et spectateur. Moi, j'en rajoute un 4e, c'est l'État, c'est la réglementation. C'est faire passer des lois qui permettent de faire en sorte que le kérosène ne soit plus détaxé. Faire en sorte que les voyages en train versus les voyages en avion deviennent compétitifs. C'est faire en sorte, et là on peut parler de tous les secteurs de l'économie, c'est de rénover les bâtiments, c'est de favoriser les protéines végétales et les surfaces en bio. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit aux questions environnementales dans le sport, c'est juste une petite porte d'entrée pour juste faire exploser un truc gigantesque qui est la transition de la société en général. Il y a Credy, salut Credy, qui nous demande s'il y a un concert à côté. Non, il n'y a pas de concert à côté. Il y a la maison de la radio qui a installé une sorte de jeu sur lequel il faut taper très fort. Et donc c'est à lieu derrière nous, voilà. Bon, on va juste parler un peu plus fort dans les micros. C'est un peu perturbant pour moi, mais bon, j'espère que ça ne l'est pas trop pour vous. Ils sont très assidus. C'est animé, Mais c'est très animé. Ouais, voilà, il y a des voyants qui s'allument quand on tape dessus, donc les gens aiment beaucoup taper dessus. Et quand on gagne, ça fait un grand flash. Voilà, les gens sont très contents. Et donc nous aussi, bien sûr, il y a GR33 dans le chat qui dit sans déplacement, pas de voyageurs, pas de tourisme, pas d'argent, pas de JO. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un peu vrai, c'est un peu pas vrai. Martin? Je pense que c'est dommage parce que dans 20 ans, on ne pourra plus se permettre ça. Donc si on ne fait pas une transition maintenant à changer ce modèle-là, on aura du mal à continuer le sport de haut niveau, les grands événements prochainement. Donc je pense que c'est un modèle, si ça repose totalement là-dessus, à complètement inverser. César, tu voulais dire? Ouais, en fait, c'est la question et c'est un peu la grosse question de la limite physique versus la limite économique. C'est-à-dire, ok, on sait qu'on doit faire une transition climat, etc., mais d'un autre côté, on n'a pas envie de perdre des points de PIB. Moi, je voudrais juste rappeler que la limite physique, elle est juste pas négociable parce que c'est juste des tonnes de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui, au-delà d'un certain seuil, vont provoquer des conséquences irréparables, des catastrophes en chaîne qui sont déjà en cours. Vous êtes bien placés pour le savoir, notamment en montagne. Alors que les questions économiques, notamment s'il y a moins de spectateurs, alors il y a moins de revenus, la question c'est est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles économiques à réinventer? Ce qu'il faut juste éviter de faire, c'est foncer droit dans le mur, écologiquement parlant, et se prendre vraiment un mur physique non négociable sous prétexte qu'il y a certains présupposés économiques qui sont en fait des dogmes,
qu'on ne veut pas remettre en cause. Donc il faut vraiment, à mon avis, c'est l'opportunité aussi de repenser quels sont les modèles économiques derrière le sport et le tourisme. En tout cas, en l'état actuel, je te laisse juste après répondre Armel, mais les JO de Paris ne peuvent pas être une référence à vos yeux pour les prochaines Olympiades. C'est encore insuffisant. À mes yeux, en tout cas, c'est peut-être un premier pas, mais ce sera complètement insuffisant pour les défis qui nous attendent vis-à-vis des enjeux. Aujourd'hui, on a dépassé la 6e limite planétaire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui reste ? C'est une peau de chagrin. Donc, en fait, souvent, on nous dit est-ce que ton sport est impacté ? Mais en fait, c'est une fausse question. À court, moyen ou long terme, on sera tous impactés, sportifs, pas sportifs. Donc en fait, et plus on va reculer l'échéance, plus on va essayer de compenser par soit de la technologie, soit de l'artificialisation, donc soit par de la technologie, c'est-à-dire de la climatisation, on l'a vu dans les stades, des chauffages, soit par de l'artificialisation, notamment dans le sport, ça peut se voir, les bassins de canoë maintenant, ils sont tous artificiels avec du béton et des plots en plastique parce que les rivières, c'est plus du tout assez fiable pour accueillir ce genre d'épreuves. On voit les canons à neige, on voit, voilà, on est vraiment sur les vagues à surf, bientôt on est sur une artificialisation. Mais plus on va faire ça, en fait, plus on va reculer l'échéance et plus ce sera dramatique et difficile à récupérer. Plus on enclenchera une transition tôt. On verra d'ailleurs à Paris l'année prochaine si les infrastructures ne sont pas climatisées, puisqu'il pourrait faire très chaud. On a vu cet été à Paris que parfois c'était irrespirable. Donc ça se trouve, on va aussi avoir recours à bien sûr. À la climatisation et à d'autres Il faut procédés pas très écologiques. repenser les sites, repenser les calendriers. Voilà, nous, on avait aussi une réflexion dans un tour de sport, puisqu'avant, je faisais de l'équitation avec le problème de l'été. Parce qu'une saison de saut d'obstacle en équitation, qui est un sport olympique aussi, en général, ça va de mars à novembre, pour simplifier. Je parle même du sport amateur, là, donc qui concerne bien plus que des cavaliers professionnels. Et en général, en juillet-août, ces dernières années, il y a des grosses polémiques parce que les chevaux souffrent énormément de la chaleur, les cavaliers, mais ça à la rigueur c'est de leur propre chef. Mais aujourd'hui, pourquoi s'obstiner à rester sur un modèle où on fait courir des chevaux, les courses de galop, de trot, c'est pareil aussi, sur des températures caniculaires. On devrait juste s'adapter. On dit que le point fort de l'homme, c'est de s'adapter. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on manque cruellement d'adaptation et on s'obstine, au contraire, dans des modèles plutôt anciens comparés aux réalités qu'on est en train de vivre. Donc, si juste déjà on s'adaptait, ça limiterait grandement les problématiques. César Dugas, le mot de la fin. Juste pour répondre à la question sur est-ce que le modèle des JO de Paris est réplicable en l'état, moi je pense qu'effectivement il ne l'est pas. Sur le papier, c'est juste... Il n'y a aucune preuve en fait que ce soit le modèle à répliquer, c'est une première marche, effectivement. Et je crois, alors si je ne m'abuse, je me trompe peut-être, mais il me semble que le Comité international olympique a pourtant déclaré il y a quelques temps qu'il voulait que le modèle des JO de Paris soit justement le nouveau modèle pour ceux à venir. Oui, tout à fait, je te confirme. Ouais. Ce qui me paraît en fait un pari un peu fou, quoi. Enfin, c'est un saut dans le vide absolu, parce que on n'est absolument pas à ce stade en mesure de dire que tous les 4 ans, sans regret, on peut dire qu'on peut ajouter 1,5 million de tonnes dans l'atmosphère. Merci César, merci Martin, merci Armel, merci d'avoir passé merci à vous trois, merci beaucoup. C'est les sympathiques minutes avec nous, revenez quand vous voulez bien sûr. Et j'accueille Alba Diouf, bienvenue. Alors petite pause changement de plateau, je vais récupérer ma chaise c'est important. Parce que c'est pénible d'être debout. C'est la transition et on change. Salut Alba. Salut. Bienvenue. Est-ce que tu m'as prise au mot. Bien assise? Est-ce que on t'a tout... tu attends là depuis un quart d'heure, pardon, on a un petit peu de retard. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé. Alors pour ceux qui... Et Samuel Etienne, salut Samuel. Bonjour Samuel. Salut, tu vas bien? Samuel, Alba. Ça va, très bien. Alba Diouf, bonjour. Alba, tu as 21 ans, tu es sprinteuse. Tu as notamment fait parler de toi lors des championnats régionaux en salle de Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Des championnats pendant lesquels tu signes des chronos canons qui te propulsent parmi les meilleures françaises de l'hiver. J'ai à peu près bon jusque-là? Exactement. Sauf que tu es privé des championnats nationaux par la Fédération française d'athlétisme qui t'a retiré de la liste des inscrits parce que tu es une femme transgenre. On va y revenir dans un instant.
En face de moi, l'ami Samuel Etienne, que je ne présente pas, mais je vais présenter quand même. Samuel, comment ça va? Je tiens à m'excuser d'abord, parce que j'avais pas compris qu'on était en live. Ah mais on est complètement en live. T'as la caméra là et là. Tu es comme un chien dans un jeu de quilles, donc j'ai dit bonjour à tout le monde. C'est pas grave. Désolé en fait. C'est comme ça depuis midi, Samuel. Voilà, donc désolé et merci de votre invitation. Ben non, mais c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Alors vous allez voir, bon, on est dans l'Agora, il y a un peu de bruit, il y a une espèce de jeu super bruyant derrière, ça va être un peu perturbant. Il faut taper très fort sur les choses. C'est très étrange. Samuel, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as succédé, je fais toute ta petite biographie, hein, Julien Lepers en 2016 pour animer Questions pour un champion sur la 3. Tu as ensuite présenté avec talent et brio la matinale de France Info, le canal 27. Puis tu as choisi de faire autre chose. Et depuis, tu fais des lives sur Twitch où tu commentes l'actu et des lives qui cartonnent. Oui, c'est un nouveau terrain. En fait, aujourd'hui, je passe plus de temps sur Internet, notamment sur Twitch, que dans mon métier d'origine, la télévision. J'ai présenté la matinale de France Info pendant 6 ans. Puis à un moment, j'en ai eu marre de me lever à 2h du matin parce que le corps a dit stop, alors que j'adorais cet exercice. Donc j'ai arrêté cette année la matinale de France Info. Je poursuis Questions. Mais c'est vrai que le plus clair de mon temps, je le passe sur Twitch aujourd'hui autour de l'information ou du divertissement parce que j'ai lancé aussi une émission sur le jeu vidéo. Je ne doute pas que tu auras plein de questions à poser à Alba. Alba, t'es privée de championnats nationaux parce que tu es une femme transgenre et tu ne t'y attendais pas du tout. Absolument pas. C'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé? Tu racontes un peu. C'est vrai qu'à la suite de la décision d'exclure les femmes transgenres des compétitions, enfin, je me suis senti à nouveau piégé, enfermé dans une case, comme des moins que rien, comme si la société n'était pas assez dure avec nous. Enfin, en fait, le président de World Athletics, Sébastien Coe, a décidé d'exclure les femmes transgenres le 31 mars dernier sans aucune explication valable. Enfin, selon lui, il n'y a pas assez de preuves qui prouvent que les femmes transgenres ne sont pas avantagées, alors qu'il y a énormément de données scientifiques qui prouvent que les femmes transgenres sous traitement hormonal ne bénéficient d'aucun avantage sur les femmes cisgenres. Donc oui, je me suis senti piégé, enfermé dans une case. Et c'est une décision insidieuse, voire même pernicieuse, puisqu'elle stipule que les femmes transgenres ne doivent avoir connu aucune partie de leur puberté masculine au stade 2 de Tanner à l'âge de 12 ans, ce qui est bien évidemment impossible, puisque transitionner avant l'âge de la majorité n'est pas permis en France. Et un enfant n'est pas capable de prendre ce genre de décision qui pourrait bouleverser le reste de sa vie. Une transition, c'est irréversible. Les règles étaient déjà dures, elles avaient déjà été durcies en tout cas, avant l'interdiction complète, c'est bien ça? C'est ça, avant l'interdiction complète, fallait respecter un certain seuil, 5 nanomoles sur une période de 12 mois, ce qui est énorme, moi actuellement, je suis à 0,10 nanomoles en termes de testostérone et j'ai commencé ma transition il y a 3 ans. Parce qu'il y avait des seuils qui étaient fixés, c'est ça? C'est ça, à 5 nanomoles sur une période de 12 mois. T'étais très en dessous des seuils? T'étais en dessous. Bien évidemment, oui. Sachant qu'à partir du moment où tu finis ta transition, il n'y a plus aucune... on ne peut plus exclure les femmes transgenres. Moi, personnellement, j'ai fini ma transition cette année, donc il n'y a plus d'excuses qui prouvent que je suis avantagé, quoi. Dans les médias, tu as dénoncé un acharnement, puisque tu as découvert ta transidentité à 7 ans. C'est ça. Ça a quand même pas toujours été facile, c'est un peu la double peine. Comment t'expliques ça? C'est de la transphobie? C'est tout simplement de la transphobie pure et dure. Exclure les femmes trans, je le dis souvent, nuit à toutes les femmes. Quand est-ce qu'une femme est-elle trop grande, trop rapide, trop forte, trop déterminée, trop en fait pour être accusée d'être trans? Des femmes cisgenres ont déjà été accusées d'être trans parce qu'elles étaient trop masculines. Moi personnellement, je suis une femme transgenre, mais j'aime cultiver ma masculinité. Je suis une femme transgenre masculine et je me définis en tant que femme aussi. C'est pas parce que je suis trop masculine, trop forte, trop déterminée que je suis un homme. Absolument pas. Est-ce qu'il y avait de la jalousie peut-être autour de toi, parmi les autres athlètes? Absolument pas. Une forme de fronde ou au contraire tu as reçu du soutien? J'ai reçu énormément de soutien, je n'ai pas ressenti de jalousie. Moi, il faut savoir que je cours depuis la catégorie des femmes depuis 3 ans. J'ai énormément d'athlètes femmes qui me soutiennent et qui sont là pour moi, donc il n'y a pas de concurrence entre nous, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a que de la bienveillance, de l'amour et de la tolérance. Tu peux nous dire quelles ont été tes performances justement en compétition pour que... En fait, je fais des temps de femmes cisgenres, de femmes qui sont nées biologiquement femmes. Je fais pas des temps d'hommes ou absolument pas. Sur le 200 mètres, je suis très très proche des minima. Je suis à 22,57. 22,61 pardon. Et les minima c'est 22,57. Et sur le 100 mètres, je suis très très loin. Je suis à 11,40 à peu près. Donc, Et alors qu'il y a des athlètes qui courent en moins de 11, si je dis. Voilà. Ah oui. Qui sont entre 10 et 11. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs le seuil pour se qualifier pour les JO peut-être? Tu peux le rappeler les JO, sur le 100 mètres et sur le 200 mètres? Sur le 100 mètres, c'est 11,06 si je ne me trompe pas. Et sur le 200 mètres, c'est 22,57. D'accord, donc tu es tout proche pour le 200 mètres? Oui, je suis tout proche, ouais. De pouvoir te qualifier, en tout cas. C'est ça. Mais Exactement. à ce stade, qu'en est-il? Est-ce que tu pourras te qualifier pour les Jeux Olympiques ou tant que cette règle est édictée, c'est impossible?
Actuellement, c'est impossible, mais je compte me battre, hein, bien évidemment. Enfin, j'ai pris le meilleur avocat dans le domaine du sport, Maître Claude Laurent. On va aller devant le tribunal arbitraire en Suisse et on va démonter cette réglementation. Qu'est-ce qu'il va défendre? Comment? Qu'est-ce qu'il va défendre? Tout ce que tu viens d'expliquer? Tout ce que je viens d'expliquer. Et mon endocrinologue, celui qui s'occupe de moi, de ma transition, a fait un dossier de 300 pages détaillant chaque transformation que j'ai eue depuis ma transition. J'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu 75% de ma phase de récupération musculaire. Je ne peux plus me muscler comme avant. Après une compétition ou même après un entraînement, je prends énormément de temps à récupérer. Je me rapproche de chrono ou de performance de femmes cisgenres. Donc je ne suis pas avantagé par la testostérone ou même par ma puberté masculine, absolument pas. Samuel Etienne. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes trans qui sont dans le domaine du sport de haut niveau concernées aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une estimation? Est-ce que de femmes trans, il n'y en a pas. À part moi en France, à part moi. J'ai su récemment qu'on était 2 en France, mais il y a une femme transgenre en France qui a le droit de faire toutes les compétitions nationales, internationales. C'est de l'athlé aussi ou c'est un autre sport? Non, c'est de l'athlé. Et pourquoi elle a le droit Parce qu'elle a 26 ans et a fait 25 secondes sur le 200 mètres. Ouais. Donc il y a un problème de discrimination. Oui, c'est parce qu'elle a un temps bien moins important. Enfin, en tout cas, elle est très très loin derrière moi. En fait, les temps sont trop bons. Ouais. C'est ça qui sont trop bons. Ouais. Alors que bien, la décision là qui t'empêche de concourir, elle est prise par qui exactement? Par World Athletic. Ouais. C'est la fédération internationale. C'est Sébastien Coe qui a décidé de prendre cette décision. Ah, c'est pas une décision française en fait. Non. La France applique la règle qui a été mise en place au niveau international. C'est bien ça? Oui. Mais il faut savoir que le CIO a instauré au mois de novembre, si je ne me trompe pas, 2022, un cadre juridique reposant sur l'équité, l'inclusion et la non-discrimination sur la base de l'identité. Le CIO, c'est l'organisateur des Jeux Olympiques. C'est ça. Tout à fait pareil. C'est ça. Et donc, tu dis un document qui... Oui, une réglementation qui impose qu'il n'y ait pas de discrimination envers les personnes transgenres, même envers les personnes intersexes. Donc on a une réglementation au niveau de l'athlétisme mondial qui est en contradiction avec les règles du CIO. Hein, c'est ça. Et qui est même en contradiction avec les valeurs françaises. Alors tu as un super pote dans le chat, hein, Alba, il s'appelle Kyle, qui dit Ludo, est-ce qu'on pourrait inviter Alba un soir pour parler de tout ça plus longuement? Si elle est d'accord, avec grand plaisir. À 18h, hein, c'est ça? À 18h notamment, le lundi et le jeudi, et aussi le mardi pour notre grosse émission, comme aujourd'hui un peu émission événement. Mais Kyle qui dit aussi, j'ai regardé la liste des records et les temps d'Alba. Et ça défile, pardon. Et quand j'ai entendu parler de cette affaire, sur la base des temps, il n'y a rien qui montre un avantage. C'est juste un prétexte. Mais absolument pas. Il n'y a pas d'avantage. Mon endocrinologue le prouve, mon médecin généraliste le prouve. Tout le monde prouve que je n'ai pas d'avantage physique, biologique envers les femmes cisgenres. Absolument pas. Cet argument ne tient pas à la route et est très facile à démanteler avec un peu de réflexion. Quelqu'un voulait prendre la parole, pardon? J'étais sur le chat. T'as une question de chat? Non. Très bien. Moi j'avais une question justement à te poser. En attendant de savoir quelle va être la décision finale, est-ce que tu continues de t'entraîner? Est-ce que c'est difficile de savoir ce qu'on va faire dans un an, j'imagine, puisque tu ne peux pas participer à la moindre compétition, que ce soit au niveau local, régional, national, international, tu ne peux rien faire pour le moment. C'est ça, je suis limité au niveau départemental, je continue à m'entraîner 5 fois par semaine, je suis au club d'Aix-en-Provence, d'Aix-Alpes-Provence, je fais mes séances de musculation, je continue actuellement à faire... Tu t'entraînes mais tu ne peux pas faire de compétition. C'est là que réside le paradoxe, c'est que je m'entraîne 5 fois par semaine, mais je suis limité. Je ne peux pas faire de compétition nationale, absolument pas. Donc, pour la motivation, ça doit être dur. Oui, c'est très dur, mais je ne compte pas lâcher l'affaire. Parce que le temps de la compétition, il est important pour bien sûr, se fixer des objectifs, se dépasser, voir où on en est. Bien évidemment. Quand est-ce que tu sauras définitivement, du coup, en ce qui te concerne, puisque tu dis que ton avocat travaille sur le dossier, est-ce qu'il peut y avoir une décision rapide là, dans ces prochains mois? On en est où? Normalement, c'est le tribunal arbitraire dans pas longtemps. Et après, le tribunal correctionnel aussi pour le président de la FFA, parce qu'il a notamment dit dans l'article Marianne que j'étais un homme qui se disait transgenre, qui veut notamment voler la place aux femmes cisgenres, alors que absolument pas. Je suis une femme transgenre, certes, mais depuis 3 ans, je suis une femme. Donc à un moment donné... Tu te sens incomprise? Je me sens incomprise. Parce que tu es face à une fédération qui ne comprend pas ton cas et qui est transphobe. Oui, qui est transphobe. Il faut dire les choses. Il a quand même dit dans un article... Là, tu parles du président de la fédération. André Giraud, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, il a dit que j'étais un homme qui se disait transgenre pour voler la place aux femmes cisgenres. Donc, pour voler la place? Oui, carrément. Il y a GR33 qui pose la question, alors tu lui répondras. Oui. Est-ce qu'Alba trouverait équitable de concourir dans une compétition avec des hommes transgenres? Non.
Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire Enfin, la zone transgenre. pourquoi je devrais courir avec Bah les non, hommes cisgenres c'est pas possible. avec les hommes Bah enfin, non. bah non, absolument Bah pas. non, parce que Alba est une femme transgenre. Bah non, oui. enfin, je suis une femme transgenre. Et même, enfin, ouvrir une autre catégorie, pourquoi? Enfin, je suis la seule en France. Donc... Oui, puis il n'y aurait pas de raison d'ouvrir Tu cette serais catégorie. Tu serais championne de France, Ouais, mais je serais ça championne aurait de France, mais ça aurait pas seule, beaucoup donc, d'intérêt. Ouais. Ouais, ça aurait fait l'intérêt. Absolument pas. Non, non, non. Samuel, sur un autre sujet, puisque je t'ai sous la main et que tu cartonnes quand même pas mal sur Twitch, le sport, ça prend une autre dimension dans des nouveaux médias comme Twitch, par exemple. Bah, en fait, c'était la question de la table ronde. Exactement, c'est pour ça que je te la pose. Bravo. Pour ceux qui n'ont pas suivi on ta Oui, on avait conférence que tu as c'était il y animée, a c'est une- toi qui animais, je crois. Oui, c'est ça. Et tant mieux parce qu'effectivement, j'avais 3 invités qui Tu étaient- recevais qui Alors, aujourd'hui je recevais 3 invités qui sont acteurs de cette question quelle est la place du sport sur Twitch aujourd'hui. Donc il y avait Domingo qui est notamment connu pour animer un des plus gros talk shows sur Twitch qui s'appelle Popcorn, dans lequel régulièrement il invite des athlètes d'ailleurs, Il adore le des sport. sportifs. Il adore le Il sport. adore le sport. Il en fait beaucoup. Il y a Zach Nani qui est aussi un passionné de sport, grand supporter de l'OL, passionné de football, Le mais pauvre. pas seulement. Le pauvre. Oui, en ce moment, il dit que difficile pour c'est l'OL. pas facile en ce moment. Mais il y croit. Et qui propose beaucoup de contenu sur sa chaîne, interviews de grands sportifs, et des commentaires de rencontres sportives. Et Hugo Décrypte, qu'on ne présente plus. L'homme qui a interviewé le président. L'homme qui a invité, il n'y a pas longtemps, une très bonne interview du Avec président brio. Macron Avec d'ailleurs, brio. que vous pouvez revoir en replay et que tout le monde a trouvé vraiment formidable, notamment sur les questions d'environnement. Et Hugo, il le dit lui-même, c'est pas un grand spécialiste de sport, mais il a notamment un compte Instagram où il y a eu beaucoup de contenu sportif, notamment des interviews sportives. Alors la grande question c'est, est-ce que Twitch et YouTube et Insta et TikTok sont de nouveaux terrains de jeu pour les gens qui s'intéressent au sport? Il y a 2 axes intéressants. Il y a quand les créateurs de contenu créent eux-mêmes des événements sportifs. On pense au GP Explorer récemment qui a rassemblé 1 300 truc de 000 dingue. voilà, Ouais. personnes en pic, c'est fou. 700 000 viewers de Virtuel moyenne. au réel et au réel massif. quoi. Voilà. Et sur place, 60 000 personnes qui ont fait le déplacement au Mans pour suivre tout. Donc, voilà. Alba, t'as suivi un petit peu ça ou pas trop? Ouais. C'est fou, hein. Ça ressemblait à un vrai Grand Prix de Formule 1, Oui. comme on les voit à l'ancienne. Donc là, c'est quand le créateur de contenu crée de l'événement lui-même. Alors, il y a eu un match de football France-Espagne entre influenceurs organisé par Amine. Il y a plein... Domingo, sur sa propre chaîne, a fait plein de choses autour du basket, du cyclisme, de la course à pied, en invitant des créateurs de contenu pour ce côté très divertissant. En fait, on est sur du... il faudrait inventer un nouveau néologisme. Il y a l'infotainment, là c'est du sportainment. un peu. Sportainment, ouais. Donc ça, c'est le premier aspect. Et l'autre Virtual aspect, Sportainment. oui, il faut trouver. Et l'autre aspect, c'est quand ces mêmes créateurs de contenu aimeraient aussi commenter, analyser, couvrir les événements sportifs classiques. Voilà. Certains commencent à le faire, mais là se pose une question qui est essentielle, qui est la question des droits, bien oui. sûr. Ce que j'allais dire, c'est un pognon de dingue tout Et ça. oui, parce que un match de Ligue 1, ça a un certain coût. Là, je crois qu'il y a la renégociation actuellement des droits pour le Il y a championnat l'appel de, d'offres, ouais, de c'est ça. Ligue tu 1. as On raison, parle c'est d'un milliard, ce serait l'objectif. C'est l'objectif. Voilà. Donc évidemment, les détenteurs de droits vont pas céder comme ça les droits sur un match à des créateurs de contenu aussi bien intentionnés soient-ils, parce que tout ça vaut de l'argent. Donc ce sont des questions, en suspens comme ça. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que moi je crois que les streamers, les youtubeurs, les tiktokers peuvent attirer un nouveau public au sport. Des 18-30 ans aujourd'hui qui ne s'intéressent pas forcément à l'athlétisme, pas forcément au monde de la voile, pas forcément au hand, au basket ou au sport mécanique. Par exemple, au Mans, j'ai rencontré des responsables du circuit du Mans. Tu y étais, du Oui, coup, j'y sur étais. ce fameux GP Explorer. Ouais, parce que je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors c'était comment? C'était fou, mais surtout des gens qui ont J'ai vu les images, c'est incroyable. dingue qu'on arrive à de passer, c'est ça, du virtuel au réel, Au mais réel. de manière aussi massive. Et Quoi. puis surtout Enfin, les Garmin 60 Corp, c'est les pareil. Les Enfin, 60 000 c'est places autant de gens. sont remplies comme ça, quoi. Ouais. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs de courses automobiles que j'ai rencontrés sur place me disent, mais c'est fou, parce que nous, c'est un rêve, c'est-à-dire que d'amener des 60 000, 18, 30 ans en gros, assister à un événement de sport mécanique, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'y arrive pas, nous. Donc je crois qu'il y a des passerelles très intéressantes à inventer entre médias traditionnels et nouveaux médias pour attirer les 18-30 ans, on va dire, au monde du sport, ou les événements sportifs créés par les influenceurs, les créateurs de contenu, ou le sport traditionnel. Donc il y a des collabs. C'est quoi le petit truc en plus, justement, qu'ils ont par rapport aux structures traditionnelles Parce que Domingo, qu'est-ce qu'ils te disent? Il n'y a pas de recette miracle, bien sûr, mais en fait, il y a un truc en plus. Il y a quand deux même. choses. D'abord, c'est d'abord le côté divertissement. C'est-à-dire qu'évidemment, les créateurs de contenu sont habitués à
à faire passer un bon moment en fait à leurs viewers. Donc il y a toujours une ambiance un peu de sourire, pour pas dire de déconne. Hein, voilà. Il y a ça d'abord, une belle ambiance. Il y a l'interactivité bien sûr. Hein. Quand vous regardez un beau match de football sur TF1 ou un grand match de rugby sur France 2, vous ne pouvez pas commenter en direct l'événement. Et le commentaire, il crée communauté en fait. C'est-à-dire que vous vivez encore plus fort ensemble ce moment. On dit que les grands événements sportifs, ils sont créateurs de liens. Quand 10 millions de Français ont regardé un match, ils en parlent le lendemain. En fait, ça crée du lien. En fait, c'est important. Mais là, le lien est encore plus fort parce qu'en fait, on le vit en le commentant ensemble. Donc, il y a l'aspect divertissement, il y a l'aspect interactivité. Et puis, il y a l'aspect générationnel de ces amateurs de sport, de ces viewers qui vont préférer voir un match commenté par des gens qui connaissent bien et qui aiment bien. Par exemple, des PA, des Rivenzi. Par exemple, Trash Talk, moi je pense à Trash Talk pour le basket. Ouais, pour le basket de NBA. Plein de gens qui vont regarder les matchs de NBA et peut-être mettre Trash Talk à côté pour avoir les commentaires de ces deux garçons. Parce que les références culturelles ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc autant de valeur ajoutée en fait. Et à mon avis, ce n'est pas deux univers qui sont en guerre ou qui doivent se livrer bataille en fait. Il y a des collabs à inventer, notamment au niveau des droits, justement. Zach Nani en a beaucoup parlé, pour que médias traditionnels et nouveaux médias s'associent voilà, pour le bien du sport. Pour qu'il y ait de plus en plus trouver un point d'embrayage pour que ça puisse faire autre chose. Le problème, c'est l'argent. Voilà, c'est vraiment ça le problème de la guerre. C'est un truc à régler. C'est un truc à régler. Squeezie et Hugo Décrypte, qui n'ont rien à voir, ils ont quoi en commun cependant? C'est des créateurs de contenu. Alors effectivement, pas avec les mêmes centres d'intérêt. Hugo, c'est l'actu. En fait, je parle de deux mecs qui font de l'audience. Ouais, voilà. Hugo, c'est le patron sur l'info, sur les nouveaux supports. On est d'accord, c'est énorme. Son interview du président Macron, en audience, mais en qualité aussi, c'est quand même un événement. C'est vraiment, il y a un avant et après. Il s'est passé quelque chose. Et puis Squeezie, il a la même puissance, voire même un peu plus, mais sur du divertissement pur. Squeezie, tout ce qu'il touche ou presque, il le transforme, sinon en or, en tout cas en réussite, parce que c'est un énorme animateur. Voilà. J'ai une question à te poser, Samuel. Tu vas faire quoi pendant les JO? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas parler des JO tous les matins? C'est le moment révélation de Samuel Etienne. Est-ce que tu as envie d'en commenter un peu ces JO? J'ai beaucoup de défauts, et l'un de ces défauts, c'est que j'ai pas une très grande culture sportive. Moi, je suis un journaliste généraliste qui s'intéresse un peu à tout. Tu as fait un documentaire sur les JO? Oui, où je me suis renseigné. Oui, où je me mettais en scène d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Oui, si. Et peut-être qu'il faut que je pousse la démarche. Alba, est-ce que tu as vu le documentaire de Samuel Etienne? Absolument pas. J'étais pas encore streamer, mais je l'étais déjà. C'est-à-dire qu'on allait voir des athlètes qui se préparaient au dernier jeu. Sauf qu'en 2016. fait, je participais à l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai nagé. C'est très drôle d'ailleurs de me voir nager. Et ça fait rire Alba. J'ai nagé. Je te vois pas nager. Ben si. Et j'ai fait des Ironman quand même, donc j'ai un peu nagé quoi. Oui. Mais je nage doucement. Je nage pas très vite. Je crois que la compétitrice avec qui j'étais, on a plongé, elle était déjà arrivée au bout que j'étais quelque part dans le bassin. C'était courageux aussi Samuel. Un format très incarné. Ouais, j'ai fait de l'athlé avec une comment ça s'appelle une. Sur quelle distance? C'était du. Alors c'est des entraînements, mais la championne avec qui j'ai couru, c'est une des grandes championnes françaises. Marie-Jo Pérec? Non, plus proche de nous. C'est une femme du 200, femme. 200, dans le chat, si vous trouvez la place de 200, Samuel. 400 mètres, je suis en train de chercher. Vous gagnez la visite de la maison de la radio avec moi. Et donc, voilà, pareil. Donc, j'ai essayé de tenir un entraînement. Ouais, un peu compliqué. Bon, on voit. Mais en fait, j'étais en immersion, en fait. Okay. Et moi, j'aime bien ça, en fait. Et ça, tu pourrais le faire sur Twitch, pourquoi pas en direct, ça, un petit peu le matin, tôt. Sauf que je suis moins en forme qu'en 2016. Alors ça a l'air d'aller. Voilà. Mais donc, j'aimerais bien. Il faut juste que je trouve la bonne idée, en fait. Je suis sûr que tu vas trouver. Alba, je vois que l'heure tourne. Je te laisse le mot de la fin, sauf si Samuel, tu tiens absolument à... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois à venir, Alba? Faire les JO 2024, tout simplement. C'est mon objectif principal. Et parce qu'on nous a quand même vendu les JO comme l'inclusion, l'ouverture d'esprit. Et à un an des JO, supprimer, bannir les femmes transgenres de la catégorie féminine, ce n'est pas du tout l'inclusion. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. Et c'est en totale contradiction avec les valeurs françaises. Donc vraiment, en 2024, faire les JO. C'est mon objectif, c'est mon goal. Donc, Tu y penses tous les matins? J'y pense tous les matins, tous les soirs, même maintenant, là, actuellement, genre tout le temps. Samuel, je vois que tu veux rajouter quelque chose. Oui, je me souviens du nom de l'athlète. Lamotte. C'est Renel Lamotte. Voilà. Hugo, tu veux le mot de la fin ou c'est moi qui le fais?
Écoute, moi juste pour dire quand même que évidemment on est très heureux d'être là aujourd'hui et il y a des athlètes qui sont là, il y a aussi beaucoup de représentants des médias et qu'on a hâte que ces JO commencent. Ce sera évidemment sur France Télé tous les jours. On va essayer de faire vivre ça au plus grand nombre possible, toujours avec beaucoup de joie et on espère beaucoup de médailles. Voilà ce que j'ai à dire et on espère aussi que ce genre de rendez-vous va se répéter, où on pourra comme ça se rencontrer, discuter et évidemment on a tous hâte que ces JO arrivent, ça approche. Et les JO seront bien sûr aussi à suivre sur France Info, la radio, excusez-moi, et sur le canal 27. Beaucoup de médailles comme pour les championnats du monde. C'est la fin de ce stream, chers amis, merci d'avoir suivi. Merci Alba, merci Samuel, merci à tous nos autres invités, merci Hugo Capelli, mon confrère de France Télé qui a co-animé ce stream avec moi, merci infiniment. Toi. Merci. Si tu connais vachement plus en sport que moi. Merci aussi bien sûr à Morgane et Cyril à la régie, merci à Stéphanie au visuel, merci à Margot à la com, merci à Mathis à la programmation, merci à Pierre Quintard qui a résolu plein de problèmes aujourd'hui. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch. Il sera aussi dispo sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Le prochain stream, c'est jeudi. On va parler d'Alzheimer, de ceux qui ont un parent ou un proche atteint de la maladie et pour qui c'est pas toujours facile. Rendez-vous donc jeudi de 18h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et à jeudi, salut!